Nous en venons à nos travaux. Nous sommes aujourd'hui réunis en application du 5e alinéa de l'article 13 de la Constitution et de la loi organique du 23 juillet 2010 pour entendre Monsieur le Premier ministre Jean Castex que le Président de la République propose de nommer aux fonctions de président directeur général de la Régie autonome des transports parisiens. Monsieur le Premier ministre, je vous souhaite la bienvenue dans notre commission. Concernant la procédure, je rappelle que l'audition aujourd'hui, qui est publique, sera suivie d'un vote par scrutin secret, effectué par appel nominal et hors la présence de la personne auditionnée. Aucune délégation de vote ne sera possible. Le dépouillement du scrutin aura lieu à la suite de l'audition de M. Jean Castex, qui a été entendu hier par la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat. Je rappelle qu'en application de notre règlement, nous avons nommé un rapporteur sur cette proposition de nomination, M. Vincent Thiébaut. Il a élaboré pour notre commission un questionnaire qui a préalablement été envoyé à M. le Premier ministre, Jean Castex, dont les réponses vous ont été diffusées. Monsieur le Premier ministre, avant de céder la parole à notre rapporteur, je souhaite saluer la proposition qui est faite de vous nommer aux fonctions de président-directeur de la RATP. Cet opérateur devra faire face dans les années à venir à des échéances importantes, cruciales je dirais. Je pense par exemple à l'ouverture à la concurrence du réseau historique ou aux Jeux Olympiques de 2024. Jeux Olympiques que vous connaissez très bien au regard de votre expérience passée. Mais d'autres chantiers sont tout aussi importants. Le verdissement de la flotte, le déploiement de la mobilité comme service, le MAS, le Grand Paris Express, l'accessibilité du réseau aux personnes à mobilité réduite ou encore l'attention sur certains effectifs de conducteurs et l'amélioration du dialogue social. Les défis ne manquent donc pas, Monsieur le Premier ministre. Nous serons évidemment très attentifs à vos analyses sur tous ces sujets. Je ne serai pas plus long et je cède maintenant la parole à notre rapporteur qui a la parole pour 3 minutes. Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, cher Jean, Monsieur le Président, cher Jean-Marc, chers collègues, nous sommes réunis ce matin pour nous prononcer en application de l'article 13 de la Constitution sur votre nomination, Monsieur le Premier ministre, à la fonction de président-directeur général de la Régie autonome des transports parisiens, plus communément appelée RATP. Cette nomination intervient dans un contexte particulièrement stratégique pour la RATP. La RATP est en effet engagée depuis plusieurs années dans de profondes transformations de son modèle et fait face à des défis majeurs, tant à court qu'à moyen terme. Je pense notamment à l'ouverture à la concurrence prochaine de son réseau de bus historiques, au déploiement du Grand Paris Express et à l'organisation des Jeux Olympiques ou encore aux impératifs de décarbonation des transports en Île-de-France. La note que vous avez transmise à notre commission témoigne, Monsieur le Premier ministre, de votre connaissance et de votre conscience fine de ces défis à venir et des difficultés qu'il vous faudra lever. Je souhaite saluer cet engagement indéniable qui est aujourd'hui le vôtre pour offrir un service quotidien de haute qualité à des millions de voyageurs franciliens. Permettez-moi de revenir ici sur certains points spécifiques qui interrogent notre commission. Vous soulignez, avec beaucoup de transparence, les fortes tensions sociales internes qui traversent actuellement les RATP, notamment dans le contexte de l'ouverture à la concurrence prochaine, et qui ont pour effet de dégrader massivement la qualité de service sur les réseaux de bus parisiens. À ce titre, vous rappelez votre attachement personnel au dialogue social et votre volonté de continuer à associer activement le personnel et ses représentants au projet et à l'avenir de la RATP. Pourrons-nous vous entendre particulièrement sur ce point, ainsi que les premières mesures que vous envisageriez de prendre ou bien de renforcer en réponse aux tensions actuelles? L'ouverture à la concurrence constituera plus largement, comme vous le soulignez, un triple défi social, qualitatif et industriel. Nous pouvons craindre dans ce contexte une potentielle dégradation de la qualité et de l'efficacité du service des transports concernés par l'ouverture à la concurrence à minima durant les premières années. Quelles seraient vos solutions et vos actions pour faciliter cette transition au niveau de la RATP? Enfin, et ce sera mon dernier point, je souhaite saluer votre engagement prioritaire pour faire de la RATP un acteur majeur de la transition écologique. Nous partageons dans cette commission votre intuition. La RATP occupe aujourd'hui une position stratégique pour favoriser un report modal massifié vers les transports collectifs.
Je me permets toutefois de vous interroger sur vos moyens et vos leviers d'action réels. Où situeriez-vous aujourd'hui, les investissements prioritaires à opérer pour renforcer l'attractivité et la performance des services de transport de la RATP? Les défis que vous avez vous-même soulignés sont incontestablement majeurs. Il n'y a pas lieu de douter que vous aurez toutes les qualités personnelles et l'expérience nécessaires pour y répondre. Votre attachement au dialogue social et votre sens de l'intérêt général seront des atouts indéniables à la tête de la RATP. Et c'est la raison pour laquelle j'appelle mes collègues commissaires à vous apporter leur soutien plein pour cette nomination. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. Je vous salue avec beaucoup de plaisir. Je reviens devant vous. Les deux précédents intervenants ne l'ont pas rappelé, mais vous le savez, quelques semaines après avoir été entendus par votre commission dans le cadre de ma désignation à la présidence de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. Et si je fais mention à ce fait, c'est pas que je doute un seul instant que vous l'ayez oublié, moi je ne l'espère pas, mais c'est parce qu'il me semble que je vous dois d'abord quelques explications. Je dois des explications à la représentation nationale sur cette évolution. Bon. D'abord, je commencerai par souligner qu'il y a déjà d'emblée un chemin de cohérence. Nous sommes toujours dans le champ des transports et des transports publics, ou plus exactement des mobilités. Surtout, mesdames et messieurs les députés, depuis ma venue devant vous, c'était à la fin du mois de juillet, il s'est produit un élément nouveau, totalement imprévisible à l'époque, qui est la démission de la présidente directrice générale de la RATP en exercice, Catherine Guillouard, que je voudrais, comme je l'ai fait hier devant le Sénat, d'emblée devant vous saluer. À la fois pour le bilan et l'action qui ont été les siens à la tête de cette grande entreprise publique pendant 5 ans. On aura sans doute l'occasion d'y revenir. Aussi peut-être pour les raisons, évidemment qu'il ne m'appartient en rien de commenter, puisqu'elles sont d'ordre personnel et familial, qui l'ont conduit à prendre cette décision. Mais voilà, je voulais quand même lui rendre hommage et en tout cas vous rappeler qu'évidemment cette circonstance n'était pas du tout prévue, n'était pas attendue. Lorsque m'a été proposée à l'époque la présidence de l'Agence de financement des infrastructures de transport, personne n'imaginait que la RATP se trouverait vacante. Bon, cet élément est intervenu et de fait, depuis le 1er octobre dernier, donc depuis quelques semaines, Madame Guillouard a cessé ses fonctions. Bon. Et c'est dans ce contexte que m'a en effet, Monsieur le Président, été proposé de me porter candidat à cette fonction, ce que, je vous le dis d'emblée, j'ai fait sans hésiter. Non, je pense que nous allons y revenir, que je sous-estime la charge des difficultés que le poste en question, le rapporteur les a brièvement mentionnées, et qui m'attendent, enfin, ou qui attendent le président futur, quel qu'il soit, de la RATP. Mais vous ne serez peut-être pas surpris, en tout cas pour celles et ceux qui me connaissent un peu mieux, que ce n'est pas de nature à m'arrêter. J'ai dit, je vous le rappelle, lorsque j'ai quitté mes fonctions à l'hôtel Matignon et que j'ai passé le relais à Madame Elisabeth Borne, que je sortais du champ politique, mais que je souhaitais continuer à me rendre utile pour la nation. Alors, non pas que j'étais inutile, j'espère, à la tête de l'Agence de financement des infrastructures de transport, mais disons que les enjeux ne sont pas les mêmes, et comme je le rappelais, d'abord la présidence de l'Agence de financement des infrastructures de transport est un poste non exécutif. Il y a une déléguée générale, alors que ce dont nous allons parler ce matin, c'est un poste exécutif opérationnel, on va dire, à part entière. Et puis surtout, s'il fallait donner une différence, on va dire, manifeste, la FIFT comprend en tout et pour tout 5 salariés, et il y en a un peu plus de 70 000 à la RATP, donc je pense que vous mesurez avec moi la différence en termes d'enjeux. Bon. Donc, disais-je, je n'ai pas hésité parce que, d'abord, je l'indiquais, il y a un contexte, on va y revenir, j'imagine longuement ce matin, difficile,
il y a des défis nombreux et que je pense qu'il faut quelqu'un d'expérimenté. Je le revendique d'emblée devant la Commission et il y a une vision politique au sens global du terme pour tenter de les affronter. La RATP, bon, c'est une, je le dis pour vous tous, c'est une très belle maison, très beau symbole de notre pays, de notre patrimoine, qui fait des transports, évidemment, vous le savez, maintenant, au-delà de l'Île-de-France, présente dans plusieurs régions, d'abord, et dans de nombreux pays, capitale du monde, elle, d'ailleurs, se développe, c'est un fer de lance, il faut le voir comme ça, cette diversification du savoir-faire français, même si nous aurons là aussi sans doute l'occasion d'en reparler, peut-être faut-il recentrer un peu sur des objectifs prioritaires cette politique de filialisation et de diversification sans jamais oublier le cœur de métier. Je n'oublie pas que les métiers qui s'y exercent, qui sont nombreux, je crois qu'il y en a 174, sont des métiers parfois très difficiles, confrontés à des situations compliquées. Je n'oublie pas non plus, alors que je m'occupais avant d'être Premier ministre de la mission sur le déconfinement, nous sommes au printemps 2020, qu'on n'a pas fermé les transports publics, que les salariés de la RATP sont restés sur le pont. Je vous rappelle aussi, peut-être vous en souvenez-vous, ces lignes de bus dédiées qui ont fonctionné au bénéfice du personnel soignant pour les amener, pour les conduire au plus fort de la crise, et en particulier au moment où l'Île-de-France, notamment, était confrontée au premier pic épidémique, pour amener donc les soignants sur leur lieu de travail. Bon. Mais, vous avez dit, il y a une situation actuelle qui se trouve au carrefour de très nombreux défis, de très nombreux enjeux, dont je vous le dis tout de suite, j'ai l'intime conviction que la RATP est de taille à les surmonter. Mais évidemment, il va falloir que collectivement, nous nous en donnions les moyens. Alors, à partir des questions que vous m'avez posées, M. le rapporteur, et puis celles qui viendront, bon, je voudrais rappeler ces défis, mais bon, il y en a d'abord de très court terme. Très court terme. Je suis auditionné aujourd'hui, c'est fixé depuis un certain temps, Monsieur le Président, à la veille d'un mouvement social extrêmement important. Demain, il va affecter le fonctionnement du service, le mouvement social lui-même décidé, c'est le deuxième appel à la grève qui avait été fait dans ce cadre il y a un certain temps, mais enfin, bon, qui illustre les problématiques qui nous réunissent ce matin. La première, évidemment, m'adressant aux usagers précisément, c'est celle de la qualité et de la continuité du service. Vous avez parlé, tout le monde le voit, les usagers le ressentent, elle est particulièrement importante, elles sont particulièrement importantes, ces difficultés sur le réseau bus, où au mois d'octobre, qui vient à peine de se terminer, 25% de l'offre n'a pas pu être réalisée, avec tout ce que ça entraîne de files d'attente, de difficultés de tous ordres pour les usagers. Vous avez vu, lu, peut-être subi vous-même le fait que dans le métro, en tout cas sur un certain nombre de lignes, il y a aujourd'hui des difficultés. Vous avez vu aussi sans doute l'origine de ces difficultés liées à des disponibilités, on va dire, de personnel, soit que la RATP ait des problèmes pour recruter, soit qu'il y ait un taux d'absentéisme plus élevé qu'à l'accoutumée. Bon, évidemment, ça sera, si vous m'accordez votre confiance, évidemment l'un des sujets dont je vais m'emparer immédiatement, dans la mesure où il impacte la vie quotidienne de millions de nos concitoyens, franciliens bien sûr, mais aussi visiteurs, touristes, etc. Bon, c'est l'urgence absolue. Comme je l'ai fait au Sénat, je voudrais rappeler, mais je n'ai pas besoin de le faire, mais le dire quand même devant les représentants de la nation que vous êtes et qui vivez dans vos circonscriptions, que quand même,
s'il n'y avait que la RATP qui avait des problèmes pour recruter, ça se saurait. Non, je dis ça parce que tout le monde tombe à bras raccourcis là, sur la RATP. Je pense, j'ai regardé évidemment les mesures qui ont été prises, qu'elle a fait ses meilleurs efforts. Île-de-France Mobilité, j'en profite pour le dire, aussi de son côté. Et il faut ce qu'il faut faire, je l'ai dit devant vos collègues sénateurs, je le redis. J'ai évidemment une des premières personnes que j'ai appelées, c'est Madame Pécresse. Ce sera une des toutes premières personnes que je rencontrerai si vous validiez ma nomination. Il faut très vite, je crois qu'il faut trouver des solutions, mettre en œuvre celles qui existent, en trouver le cas échéant de nouvelles, autour de la table, de manière consensuelle. L'usager, savoir si ça relève d'Île-de-France Mobilité, du niveau de l'offre, si le niveau de l'offre a été pourvu ou pas, et donc que ça relève de la responsabilité de la RATP, pour lui, pardonnez-moi, c'est un peu indifférent. Et rien ne serait pire, en tout cas, que de dire on se renvoie à la balle. Non. Les responsabilités, nous devons les assumer ensemble, et un des engagements que je prends, en tout cas, une des volontés qui est la mienne, si je suis nommé, c'est évidemment de tout faire pour que, avec l'autorité organisatrice que vous connaissez bien, les relations soient les plus fluides possibles et la recherche de solutions partagées de façon à répondre à ce problème immédiat. Le deuxième élément, le premier rappelle, comme je l'ai dit aussi, que finalement la RATP, mesdames et messieurs les députés, n'est pas une île. Ces problèmes de recrutement, elle les subit. La différence, c'est que ça se voit peut-être encore plus vite qu'ailleurs. Je parle en termes de conséquences. Mais elle n'est pas non plus une île ou par rapport à tous les phénomènes conjoncturels que vous traitez d'ailleurs dans cet hémicycle. D'abord, la facture énergétique. La RATP, la facture énergétique de la RATP consomme 2,5 TWh par an d'énergie, considérable, c'est à elle seule 2% de la consommation énergétique d'Île-de-France. Bon, vous avez une facture électrique, 2021, 210 millions d'euros, cette année, elle n'est pas finie, mais autour de 265, et l'année prochaine, alors ça va dépendre des décisions du gouvernement, des votes du législateur, etc., mais enfin, les chiffrages, puisque le budget 2023 est en cours de préparation, pourraient osciller entre 480 et 550 millions d'euros. Voilà des choses très concrètes vis-à-vis desquelles il va falloir se positionner vite et voir avec l'autorité administrative, avec l'autorité organisatrice, avec l'État, évidemment, quelles solutions peuvent être trouvées. De la même façon, ces tensions inflationnistes, on revient d'ailleurs au conflit social de demain, ont-elles des incidences sur les questions de négociation salariale? Et là encore, je rappelle, ou je porte à la connaissance de votre commission, que la RATP, sous la houlette de Catherine Guillouard, n'est pas restée sans agir. Il y a eu un dialogue social approfondi qui a été conduit, qui a amené à différentes revalorisations des rémunérations, si bien que les dites rémunérations à la RATP, déjà depuis le début de l'année 2022 en cours, ont progressé de 5,2%. Et je constate, je le dis devant la commission avec satisfaction, qu'un effort tout particulier a été fait à la fois sur les bas salaires et sur les métiers les plus difficiles. Je pense en particulier à la revalorisation des primes de nuit qui a été actée dans le cadre d'un accord avec les organisations syndicales, je crois, au mois d'avril dernier. Bon. Mais voilà des sujets très concrets, immédiats, sur lesquels il va falloir agir. Et j'ai déjà, dans le prolongement de ce qui était fait, indiqué que la fameuse NAO, négociation obligatoire sur les rémunérations, pour 2023, dont le train suivant devrait être anticipé compte tenu des évolutions de l'inflation, et s'engager dans les jours, on va dire, qui suivent ma prise de fonction, si prise de fonction il y a. Alors ça, c'est les enjeux immédiats sur lesquels, évidemment, je vais m'impliquer beaucoup, mais évidemment, il y en a bien d'autres, qu'a cité le rapporteur, qui paraissent à horizon un peu plus lointain, mais enfin qui se préparent aujourd'hui, bien entendu. Bon, occasion d'y revenir, les Jeux Olympiques et Paralympiques. J'y ajouterai, si vous permettez, même si c'est d'ampleur moindre, la Coupe du Monde de rugby en 2023.
Hein, voilà. Je ne l'oublie pas. Personne ici, je pense, peut imaginer une seconde que je l'oublie. J'ai lu avec attention tout ce qui s'est passé au Stade de France il y a quelques semaines. Donc il faut que nous en tirions toutes les conséquences, de manière évidemment partenariale. La RATP n'est pas le seul acteur, mais enfin, je le dis, pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, on attend certains jours 1 million de visiteurs, enfin d'usagers supplémentaires dans les transports. Bon. Derrière ça, il y a aussi, je le disais, les Jeux Olympiques, c'est aussi un potentiel de modernisation, c'est-à-dire tous nos systèmes billettiques, de réservation, etc. Il y a des gros programmes d'amélioration, de modernisation qu'il faut accélérer à faveur des Jeux, avec l'idée, par exemple, que de façon numérique, c'est l'objectif, 40% des billets pris par les fameux visiteurs dont je viens de parler puissent l'être de façon dématérialisée. Donc, vous voyez, il y a, on dit ça, mais on pourrait en parler longtemps, et vous avez raison que je retrouve, en fait, monsieur le rapporteur, un sujet que j'avais très largement exploré lorsque j'étais délégué interministériel. Il y a le sujet, évidemment majeur, de l'ouverture à la concurrence. Évidemment majeur. Bon. Qui a commencé, je le rappelle pour tout le monde, sauf qu'il a commencé pour l'instant dans un périmètre qui n'est pas le périmètre historique de la RATP, on appelle le réseau Optile, la Grande Couronne, pour faire simple, où la RATP était déjà un peu présente, et où elle a répondu à un certain nombre d'appels d'offres organisés par Île-de-France Mobilité. Bon. Mais évidemment, la grande échéance pour la RATP, c'est son réseau historique, de bus d'abord, échéance 1er janvier 2025. Ensuite, vous le savez, viendront le tram, puis le métro. Bon. Là-dessus, évidemment, ça inquiète. Alors, il peut y avoir des grands débats sur le principe même de l'ouverture à la concurrence. Bon, ça, j'allais dire, le législateur a tranché. Bon. Mais tout est dans l'art d'exécution, comme d'habitude. Au-delà des principes, il y a des modalités. Et ce que je constate, c'est que le compte n'y est pas tout à fait. D'abord parce qu'il y a encore des textes qui doivent être pris ou adaptés. Et ensuite parce qu'au-delà de l'aspect normatif et juridique, il y a bien entendu tout le cadre, et d'abord le cadre social. Bon, alors il y a un bon point, je vous donne mon point de vue, qui était celui de l'ancien Premier ministre, puisque c'est un sujet qui n'est pas nouveau, qui est ce qu'on appelle le cadre social territorialisé. Alors, à la fois, il suscite des inquiétudes, qu'est-ce qu'il y a dedans, mais au moins, il a un objectif qui est bon, qui est de mettre tout le monde à armes égales. Parce que sinon, si la concurrence se fait avec des droits sociaux inégaux, le risque, soyons clairs, c'est le dumping. Et que les parts de marché soient gagnées par les moins-disants sociaux. Et ça, il faut à tout prix l'éviter. Bon. Donc, la RATP, depuis 2016, se prépare à cette ouverture à la concurrence. Elle s'est réorganisée. Elle a déjà négocié un certain nombre de sujets, mais ce cadre social territorial, par exemple, malgré les heures et les heures de négociation, n'a pas débouché sur un accord. Ce qui a conduit ma prédécesseur à prendre ce qu'on appelle une mesure unilatérale, qui a été contestée par certaines organisations syndicales. Le juge a désigné une médiation qui est en cours. Donc voilà ce que va trouver le nouveau président. Et il faudra reprendre le chemin de la négociation dans le cadre de cette médiation pour essayer d'aboutir, de clarifier et de rassurer. C'est un point évidemment essentiel. J'en profite à ce stade, même si aucun des deux précédents intervenants ne l'a évoqué, mais j'imagine que ça viendra, pour vous parler de l'avis rendu à propos de ma nomination par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Pour vous dire juste pourquoi j'en parle à ce stade, parce que, simplement pour vous rappeler que cet avis est un avis de compatibilité, un avis favorable avec une réserve. Le contenu de cette réserve, vous le connaissez, qui m'interdit de prendre des initiatives à l'égard des anciens membres de mon gouvernement qui seraient toujours membres de l'actuel. Ce que je vais vous dire est important, en matière d'ouverture à la concurrence.
C'est-à-dire que tous les autres sujets, notamment ceux que j'ai déjà évoqués avant d'évoquer celui-ci, ou ceux que je vais évoquer ensuite, ne sont pas concernés par ces réserves. Comme ça n'a pas été bien compris, j'ai demandé au président de la Haute Autorité, par courrier officiel, de bien vouloir me confirmer que cette interprétation était valide, ce qu'il a fait, et je tiens évidemment, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, à votre disposition, ce courrier du président Migaud, qui s'est par ailleurs publiquement exprimé pour confirmer ce que je dis. Bon. Donc, pour cette ouverture à la concurrence, il y a un avis de la Haute Autorité, des réserves, auxquelles je vais, bien entendu, me conformer. 2 éléments à ce titre pour vous toutes et vous tous. Le premier, n'oublions quand même pas, c'est que l'ouverture à la concurrence, elle est organisée non pas par le gouvernement et mes anciens ministres, mais par IDFM et la région. C'est IDFM qui détermine les lots, et c'est IDFM qui va choisir les lauréats de ces différents lots. Bon, la première chose, donc je veux dire, sur l'ouverture à la concurrence, elle est essentiellement de la responsabilité des autorités. Mais il y a quand même des sujets qui peuvent relever d'État. J'ai parlé notamment du cadre réglementaire. Dans ce cas-là, bien entendu, sur ce sujet, je me conformerai à la décision de la Haute Autorité. Et comment faire? Il se trouve qu'il y a un membre du gouvernement, ça tombe bien, dans son portefeuille, il y a la RATP, les sujets dont nous parlons, c'est M. Béchu, qui n'a pas été membre du gouvernement que j'ai eu l'honneur de diriger, donc je veillerai à ce qu'il soit mon point d'entrée unique sur ces sujets d'ouverture à la concurrence pour me conformer aux restrictions, ou plutôt aux réserves, posées par la Haute Autorité. Voilà pourquoi je vous en parle ici, parce que ce sujet concerne l'ouverture à la concurrence. Quelque part, on peut le comprendre, puisque intervenant dans le champ concurrentiel, il ne faudrait pas que les potentiels concurrents de la RATP pensent que je pourrais, c'est en tout cas le raisonnement de la HATVP, exciper de mes anciennes fonctions auprès de mes anciens collègues pour favoriser la RATP. Mais encore une fois, le décisionnel, qui décidera que tel lot relève de la RATP ou d'un de ses concurrents, c'est Île-de-France Mobilité. Le droit est de ce point de vue-là extrêmement clair. En tout cas, le chantier d'ouverture à la concurrence, lui, va évidemment occuper beaucoup le futur président de la RATP. Ça concerne, je vous le rappelle, 19 000 salariés. C'est quand même tout à fait considérable. Le chiffre d'affaires, le périmètre financier, c'est 1,5 milliard d'euros, si je pars des données actuelles. Donc c'est un sujet évidemment majeur. Et puis, pour parler des grands enjeux de la RATP, vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, il y a évidemment le changement climatique. Il faut qu'on s'en dise un mot d'emblée, même si j'imagine que là aussi il y aura des discussions, mais je voulais vous dire que j'ai là-dessus, nous devons en voir ensemble, parce qu'après tout, la RATP, c'est une entreprise de la nation, messieurs les députés. Une ambition très forte. La première contribution de la RATP au changement climatique, c'est qu'elle conquiert des parts de marché. Je ne parle même pas là, de l'ouverture à la concurrence, parce que là, le risque, c'est qu'elle perde des lots. Mais même à ISO-organisation, il faut que de plus en plus de gens abandonnent la voiture pour prendre des transports en commun. C'est ça notre enjeu collectif. Donc pour ça, tout se tient. Il faut que ces transports en commun fonctionnent. Voilà. Bon, c'est du bon sens ce que je vous dis, mais enfin, je vais le dire à l'envers. Il ne faudrait pas que les difficultés actuelles, alors même, je le dis aux députés ici présents, que la RATP n'a toujours pas retrouvé, sauf me semble-t-il le week-end, ses niveaux de fréquentation d'avant la Covid. Alors même. Mais il ne faudrait pas qu'on ait vu, non. Comme l'a très bien dit la présidente de la région, l'idée c'est de retrouver le niveau de l'offre et de repartir de l'avant par des investissements massifs.
Je crois là encore être cohérent. Quand je suis venu devant vous parler de la FIFT, auquel j'étais candidat, je n'ai cessé de dire et de faire lorsque j'étais Premier ministre à travers le plan de relance, il faut mettre de l'argent dans l'investissement public pour les transports et en particulier pour les transports collectifs. J'y reviendrai dans un instant si vous le voulez bien. Mais en tout cas, il faut à tout prix ne pas rater. Il y a déjà quelque chose devant nous, très important là, qui va impacter le mandat à venir du président de la RATP, quel qu'il soit. C'est évidemment l'ouverture des lignes du Grand Paris Express. On va commencer à la faveur des Jeux Olympiques et Paralympiques avec la célèbre ligne 14, en tout cas son prolongement au nord jusqu'à Pleyel et au sud jusqu'à l'aéroport d'Orly. Mais, vous le savez bien, il y aura, on va augmenter, on va pas doubler, mais presque 75% le linéaire du métro. La RATP est concernée à beaucoup de titres. Là aussi, l'exploitation des lignes, je vous le rappelle, fera l'objet d'un appel d'offres par la RATP, mais la RATP, quoi qu'il en soit, doit assurer la maintenance de ces lignes, la sécurité sur ces lignes. Et déjà, elle est co-maître d'ouvrage de la partie sud de la ligne 14, et elle doit bien mesurer, elle a commencé de le faire, l'impact sur le réseau existant de l'ouverture de ces lignes nouvelles, et notamment au lieu de raccordement, il y a des travaux de modernisation considérables à faire. Et nous devons repartir de l'avant. Et l'investissement est la clé de tout. L'exemple que je donne souvent, regardez une ligne comme la ligne 1. Je parle de ligne 1, c'est la ligne historique, comme vous le savez, du métro, qui est maintenant entièrement automatisée. On a un recul. Eh bien, cette ligne, les questions d'offres se posent beaucoup moins. C'est une ligne où il n'y a plus de problème d'offres. Les problèmes de ponctualité, de sécurité, de prévention du suicide, d'ergonomie, d'information publique sont bien meilleurs. C'est la voie à suivre. Et il faudrait pouvoir accélérer. Ça revient aux questions de financement d'Île-de-France Mobilité, enfin des sujets structurants que vous connaissez. Mais le cap est clair, me semble-t-il, pour répondre à ces questions. On va renouveler, grâce à Île-de-France Mobilité, plus de la moitié, dans les 10 ans qui viennent, du matériel roulant sur un certain nombre de lignes. Bon, alors là, c'est pareil, meilleure ergonomie, meilleure ponctualité. Je parlais des enjeux du développement durable. Grâce au système de freinage que ces nouveaux matériels vont avoir, grâce à l'abaissement de leur consommation électrique, on va contribuer à la transition écologique de façon majeure. Bon. Donc, l'investissement, c'est vraiment la clé pour accroître nos parts de marché. L'objectif, c'est clair. Les transports représentent 31% des émissions de gaz à effet de serre. Parmi eux, la route, 94%. En région Île-de-France en particulier, à distance égale, on émet 50 fois moins de CO2 en métro, RER, tramway qu'en voiture. Donc, le premier défi, le premier enjeu pour l'équipe que représente Île-de-France Mobilité, la RATP, et j'allais dire, et tous les autres acteurs, et j'insiste sur ce point, mesdames et messieurs, le point précédent, c'était l'ouverture à la concurrence. Et on comprend qu'il puisse générer des inquiétudes, etc. D'ailleurs, j'ai demandé est-ce qu'il y a un observatoire, parce qu'il faut en dresser le bilan au fil de l'eau. Qu'est-ce que ça apporte vraiment, concrètement pour l'usager? Certes en termes de prix, mais également en qualité de service. Là, il n'y a pas. Là, je crois qu'il faut être très pragmatique, pas une religion. Mais vous comprenez bien que ce sujet ne se pose pas dans les mêmes termes. Là où il y a plusieurs intervenants. Si le marché croît, que s'il est en attrition. Évidemment. Bon. Or, nous avons, je ne dis pas ça pour la RATP, pour la nation, et même pas que pour l'Île-de-France, l'impérieuse nécessité de progresser, de faire croître, d'abord de redémarrer, puisqu'encore, je le répète, on a perdu, depuis la crise Covid, des usagers, de redémarrer. Ça, c'est vraiment, j'allais dire, j'ai parlé des enjeux de très court terme, tout se tient évidemment,
mais c'est sans doute l'une des priorités stratégiques parce que l'intérêt de l'entreprise rejoint celui des usagers et celui de la nation. De la même façon, puisque le rapporteur y a fait allusion, j'appelle l'attention des députés sur ce très intéressant plan bus, pas moi qui l'ai lancé, hein. Bon. Mais voilà quelque chose de très intéressant. Très intéressant. L'objectif, et là aussi, tout est dans l'art d'exécution. Hein. J'allais presque vous dire, si déjà le futur président, quels sont vos objectifs? Alors il faut écréder les objectifs. Si déjà je pouvais dire tout ce qu'on a, si on réussit à les mettre en œuvre, plutôt que de se glorifier et d'en faire des nouveaux, ce serait déjà pas mal. Le plan BUS 2025, mesdames et messieurs les députés, il a une cible, fin 2026, on va dire 2027 pour le PV, plus de bus diesel sur le réseau RATP. 50% électrique et 50% en biométhane. Bon. C'est considérable. Vous mesurez bien toutes et tous l'impact en termes de contribution et d'émissions aux gaz à effet de serre. Pour l'instant, il y a bien sûr beaucoup de difficultés, de problèmes, mais en fait, on est déjà quand même, au moment où je parle devant vous, à 57% de la cible. Il y a encore du chemin. Et chacun sait qu'en général, les derniers kilomètres sont un petit peu plus compliqués que les premiers. Bon, ça, c'est pour moi. Mais il faut à tout prix atteindre cet objectif. Parce que ça, c'est concret. Évidemment, ce sont des investissements considérables, supportés, encore une fois, il faut le dire, par IDFM. Mais je pense que c'est le chemin qui est tracé. Alors, pour terminer ce propos introductif, Monsieur le Président, un mot sur la méthode. D'abord, je crois qu'il faut, comme je l'ai dit au Sénat, faire ce qu'on sait faire. Hein. C'est en règle générale. Il ne faut pas chercher à changer. Donc, moi, ma méthode, bon, ben, c'est écoute, concertation, proximité, puis ensuite décision, évidemment. Bon. Je l'ai déjà dit, il faut que je travaille, il faut que la RATP travaille en parfaite harmonie avec Île-de-France Mobilité. Ah, donc, il peut y avoir des désaccords, des débats normaux entre une autorité organisatrice et un opérateur. Mais nous sommes l'opérateur historique. Pour les usagers, il ne peut pas y avoir de guéguerre. Donc, nous devons, avec Mme Pécresse, trouver les voies et moyens, et nous serons d'accord évidemment sur l'essentiel, pour atteindre les objectifs stratégiques que j'ai sommairement rappelés devant vous. Je peux y ajouter aussi un autre grand opérateur en Île-de-France qui est la SNCF. Puisque je rappelle que sur le Transil, il y a le fameux RER B. Je n'en ai pas parlé dans mon propos introductif, il y aurait beaucoup de choses à dire. Il y a des grands objectifs sur le RER B. J'ai été pendant très longtemps un usager du RER B et j'en connais toutes les saveurs. Bon, et vous savez qu'il est exploité, je parlais tout à l'heure là des incidents au Stade de France, il y avait un jour de grève, donc il y avait rupture de charge à la gare du Nord, au nord par la SNCF, au sud par la RATP. Bon. Là aussi, voilà, il faut faire en sorte que les usagers ne soient pas les victimes collatérales d'une organisation qui est historique, qui a ses fondements, sans doute. Mais il faut travailler et il faut que les enjeux de pouvoir de chacun cèdent le pas aux enjeux d'efficacité et de service public, toujours. Évidemment, dans la même ligne, c'est le dialogue social. C'est une entreprise évidemment marquée par une tradition du dialogue social, par des organisations syndicales fortes. C'est quelque chose qui non seulement ne m'apparaît pas comme une contrainte, mais j'ai toujours, vous le savez, considéré que le dialogue social, le dialogue avec les corps intermédiaires était absolument indispensable. Alors c'est pas simple, hein, c'est exigeant, mais il faut se donner les moyens d'avoir un dialogue social de qualité. Je rappelle qu'il existe, bien sûr, il y a demain une grève qui s'annonce extrêmement suivie, me disent les dirigeants actuels de la RATP. N'oubliez pas quand même qu'on a des chiffres de taux de conflictualité, comme on dit, qui ne sont pas ce qu'ils furent il y a quelques décennies passées.
et que surtout les accords d'entreprise sur de multiples sujets sont vivaces. Il y en a déjà presque une bonne dizaine qui ont été conclus depuis le début de l'année 2022. Donc il faut absolument approfondir ça et continuer sur cette voie. Je voudrais aussi penser aux usagers. Il y a des usagers à la RATP, ils sont moins organisés que les organisations syndicales, mais je vais essayer, au terme d'un premier diagnostic, de voir comment encore davantage approfondir le lien avec eux. Et puis en interne, je l'ai dit, Catherine Guillouard a déjà conduit une réorganisation extrêmement importante, notamment pour faire face aux défis de l'ouverture à la concurrence. Je suis un grand partisan de la déconcentration des responsabilités. C'est impératif. C'est une boîte qui aujourd'hui dépasse les 70 000 salariés. Il faut à tout prix que la ligne hiérarchique, la chaîne hiérarchique soit pleinement investie. Je ne préjuge en rien là, ce que je vous dis. Vous avez devant vous un candidat, pas quelqu'un qui connaît intimement la boîte pour vous donner des certitudes. Faut-il d'ailleurs jamais en avoir. Mais en tout cas, une conviction et un principe, il faut que le management, à tous les étages, puisse être valorisé par tout moyen. Et c'est absolument indispensable dans le cadre notamment de structures importantes. J'ai dit, ma priorité, ce sera le cœur de métier, la vie quotidienne. J'ai parlé de la ponctualité, j'ai longuement développé au Sénat, je ne peux pas faire les mêmes auditions, les questions de sécurité, les questions de propreté, les questions d'information, les questions de convivialité. J'ai demandé combien il y a de personnel de la RATP, en dehors de ceux qui font des contrôles, et bien entendu des machines, etc., qui sont dans les stations, qui font de l'humain, la relation humaine. Comment concilier le grand défi billettique et numérique? Il ne faut surtout pas reculer là-dessus, il faut même accélérer. Mais on va redéployer les moyens que cette productivité gagnée doit nous faire économiser vers le terrain, vers la relation humaine, vers le client usager. Ça, c'est vraiment un de mes objectifs. Bon, il y a déjà plusieurs milliers d'agents de la RATP qui sont dans les gares et dans les stations. Bon, et il faut voir comment ils sont répartis et si on peut encore faire mieux ou davantage. Bref, c'est un sujet majeur. Il y aurait beaucoup de choses à dire, Monsieur le Président. Je pense, je termine là-dessus, avoir une certaine expérience à faire valoir pour relever tous ces défis. Je pense qu'il faut une vision transversale. Je le dis devant des députés, pardon de vous le dire, mais le fait d'avoir fait de la politique, alors on est d'accord ou pas qu'on soit fait, ça c'est la démocratie, ne m'apparaît pas être un handicap. N'ayons pas honte voilà, je l'ai dit, c'est une autre façon de s'occuper des autres, mais c'est l'intérêt général qui est en cause. Je suis de ceux qui ont toujours cru que le service public doit rester le service public, tout en n'ayant pas à craindre les mots ni concurrence, ni efficience, ni compétitivité. Pas des gros mots. Bon. Simplement, il faut que ça ne doit pas être au détriment de l'accomplissement des missions et des valeurs fondamentales du service public. Bon. Au vu de tout ça, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, c'est vrai que je suis très enthousiaste, je suis lucide, rassurez-vous, je vois bien la somme puis si par hasard je l'avais oublié, on me le rappelle tous les jours, la somme des difficultés qui sont devant moi. Mais de ce point de vue-là, on est tous fait pareil. C'est justement parce que c'est difficile qu'il faut y aller. C'est justement parce que c'est difficile. Je pourrais rester sur mon statut d'ancien Premier ministre. C'est sûr que la FIF, par exemple, ça va prendre moins de coûts, moins d'exposition, comme on dit. Oui, mais bon, le devoir est d'aller là où il y a un enjeu fort pour nos concitoyens, me semble-t-il. C'est l'objet même de ce que nous sommes censés devoir faire. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre. Nous allons désormais laisser la place aux orateurs de groupe. J'ai un certain nombre de collègues qui m'envoient des messages pour savoir à quelle heure nous allons voter. Donc, nous avons pour objectif de voter entre 11h30 et 11h45. Mais il est important que vous puissiez poser toutes les questions, bien entendu. Voilà.
Pour le groupe Renaissance, la parole est à David Valence. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, il y a 105 jours, le 27 juillet, vous étiez devant notre commission et votre nomination à la présidence de l'Agence de financement des infrastructures de transport y avait été validée. Nul ne pouvait imaginer alors que le 1er septembre, Madame Catherine Guillouard, présidente directrice générale de la RATP, déciderait de démissionner. Le président de la République vous propose aujourd'hui pour lui succéder. Il faudra, il est vrai, des qualités signalées pour réussir dans cette mission à la tête d'une entreprise symbole de l'excellence française en matière de transport. Vous avez été délégué interministériel à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Vous savez le défi qu'il représente avec la Coupe du monde de rugby pour les transports franciliens. Vous êtes en outre un fin connaisseur des sujets d'infrastructure. Or, la RATP sera le gestionnaire des 200 km des voies nouvelles du Grand Paris Express, ouvertes aux circulations et à la concurrence entre 2024 et 2030. C'est un réseau presque comparable en étendue à celui de l'actuel métro parisien. L'ouverture à la concurrence est un autre défi et je souhaiterais en particulier que vous reveniez devant nous en détail sur la manière dont vous voyez à l'avenir l'articulation entre le cœur de métier de la RATP et les activités de RATP Dev en France, à Boulogne-sur-Mer ou Charleville-Mézières par exemple, et à l'étranger, à Florence, à Alger ou aux États-Unis où RATP Dev est très présente. Monsieur le Premier ministre, vous vous définissez vous-même comme un gaulliste social. Il faudra beaucoup de passion du service public, de sens du dialogue social et de goût du projet pour emmener la RATP et ses salariés dans les années qui viennent vers ces nouveaux défis. Le rapporteur sur votre nomination Sénat, pourtant élu d'opposition, a reconnu que vous réunissiez toutes les compétences pour réussir. Nous sommes très nombreux à le penser ici, à l'avoir encore constaté à l'instant. Pour toutes ces raisons, les députés Renaissance et Apparentés voteront favorablement à votre nomination à la tête de notre RATP, puisqu'elle appartient aux Français. Merci, chers collègues. Pour le groupe Rassemblement National, la parole est à Alexandra Masson. Merci. Monsieur le Premier ministre, 3 millions de personnes empruntent chaque jour le réseau de bus de la RATP, la régie autonome des transports parisiens. Mais celle-ci doit faire face à de graves dysfonctionnements depuis plusieurs semaines, comme vous l'avez vous-même rappelé. À Paris, sa petite couronne, 26% des bus escomptés ne circulent pas. Dans le métro parisien, la situation n'est pas meilleure. La régularité des rames était inférieure de 10% à 20% à la normale au mois de septembre. Ma première question est donc simple, même si vous y avez partiellement répondu. Que comptez-vous faire pour rétablir rapidement un service de qualité pour les clients de la RATP, en particulier dans la capitale ? Monsieur Castex, le 27 juillet dernier, vous étiez auditionné par notre commission afin de recevoir notre aval pour prendre la présidence de l'Agence de financement des infrastructures de transport. Ma deuxième question va donc concerner votre job hopper, l'anglicisme utilisé pour une personne touchée par une instabilité professionnelle chronique. Vous y aviez indiqué vouloir agir à la FIT sur le long terme il y a 2 mois. Est-ce l'ennui, la quête du meilleur salaire ou la recherche du meilleur pantouflage qui motive votre arrivée à la RATP ? D'autres soulignent votre amour du ferroviaire, ce qui nous fait craindre que vous ne changiez à nouveau pour la SNCF prochainement. Alors que 3 mois avant de prendre la présidence de l'AFIT, vous affirmiez vous-même dans la presse vouloir aller repeindre vos volets et votre ramparde dans les Pyrénées. Vous en avez peut-être d'autres. Comme vous l'avez mentionné, avant qu'on puisse vous poser la question, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a donné son accord à votre arrivée à la RATP à la condition que vous absteniez de toute démarche jusqu'en 2025 auprès des anciens ministres de votre gouvernement. Nous ne voyons pas comment vous envisagez sérieusement de pouvoir travailler sur les grands dossiers de mise en concurrence, entre autres, vous l'avez dit, la concurrence transport parisien qui va s'ouvrir, les transports des passagers pour la Coupe du monde de rugby en 2023, puis les JO de Paris en 2024. Et ce, malgré vos explications qui ne sont pas convaincantes ni réalistes. Dans ces conditions, vous l'aurez compris, nous voterons évidemment pas en faveur de votre nomination. Merci, chers collègues. Pour le groupe La France Insoumise NUPES, la parole est à Clémence Guettet. Merci, Président. Monsieur le Premier ministre, c'est juste un enfer des temps d'attente de 30 minutes pour des bus blindés. Le RER B, c'est la pire ligne. Je vais me taper 2 heures de trajet ce matin au lieu de 45 minutes quand j'ai de la chance. Ces témoignages, évidemment, sur la galère quotidienne dans les transports en commun en Ile-de-France, nous les avons par centaines, et je les vis aussi comme usagère, comme certains de mes collègues. Les franciliens sont écrasés dans des wagons bondés, ils sont en retard et ils souffrent physiquement de leur trajet quotidien.
à tel point que les groupes de gauche au Conseil régional ont saisi la défenseure des droits sur cette situation. Situation qui dure depuis des mois et dont les causes sont connues. Avec l'ouverture à la concurrence en cours dont vous avez parlé, c'est un gâchis financier qui coûte 5 milliards, on fait tout pour grappiller le moindre centime. Résultat, pour les salariés, des conducteurs de bus travaillent 1 heure de plus par jour sans compensation financière. Les primes passent à la trappe et les salaires restent faibles. Les embauches se font de moins en moins en CDI et sous statut. Le nombre de jours d'arrêt maladie a quasiment doublé entre 2018 et 2021, quand les dépenses pour l'amélioration des conditions de travail ont été divisées par 3 dans la même période. Le matériel est défectueux et des bus prennent feu. La RATP doit donc cesser de maltraiter ses personnels et ses usagers. C'est la raison évidemment de la grève de demain, jeudi 10 novembre. Les solutions aussi sont connues. Dans l'immédiat, évidemment, il faut dédommager les usagers et geler le prix du pass Navigo. À moyen terme, il faudrait annuler cette ouverture à la concurrence, embaucher massivement, augmenter les salaires et cesser de faire passer des transports pour les riches comme le Charles de Gaulle Express en priorité par rapport aux lignes du quotidien. On peut douter que ce soit vos priorités. À Matignon, vous avez déjà soutenu les projets routiers ultra polluants et coupé les fonds de la SNCF. Vous vous attaquez maintenant à la RATP, main dans la main avec Madame Pécresse. Il faut dire que les 450 000 € annuels que touchait votre prédécesseur sont plus alléchants que les maigres 3 500 mensuels de la FIF. Dès lors, on sait que vous n'agirez pas pour mettre un terme à ce désastre et vous n'aurez ni notre vote ni notre confiance. Merci. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Antoine Lermorel-Marquez. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, je me réjouis de votre présence devant nous ce matin. Grâce à la révision constitutionnelle de 2008, les nominations importantes ne sont plus le fait du prince, mais requièrent désormais l'aval des assemblées, et la représentation nationale et le Parlement y ont beaucoup gagné. Vous avez apporté de nombreux éléments de réponse à nos questions hier devant nos collègues du Sénat. Néanmoins, quelques questions du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale restent en suspens. La première, et qui nous semble importante dans le débat sur les retraites qui arrive en France, concerne votre position en tant que futur PDG, mais aussi en tant qu'ancien Premier ministre. L'homme qui se présente devant nous est-il celui de 2020, qui affirmait à la tribune de cette Assemblée que le contexte budgétaire, je cite, « implique clairement la disparition des régimes spéciaux, notamment ceux des fonctionnaires de la RATP ». Quelle est votre position personnelle en la matière et quelle sera celle du futur PDG de la RATP ? La deuxième question concerne l'accessibilité des transports en commun franciliens. La loi de 2005, entreprise par Jacques Chirac, imposait une mise en conformité dans des délais contraints des services publics. Son article 41 exigeait, je cite, que dans un délai de 10 ans, les services de transport collectif devront être accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite. Plusieurs années après ce délai, seuls 3% des stations de métro à Paris sont accessibles aux personnes en situation de handicap, alors que les métros de Los Angeles ou Washington sont 100% accessibles. Quel est votre plan en la matière ? Et enfin, la troisième question concerne la sécurité dans les transports en commun. Selon un sondage récent, près de la moitié des usagers redoutent une agression ou un vol dans le métro ou le RER. Quelles mesures comptez-vous prendre pour sécuriser nos transports en commun ? En fonction de la précision de vos éléments de réponse, notre groupe se positionnera avec bienveillance sur votre nomination. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Pour le groupe démocrate, Modem et Indépendant, la parole est à Aude Luquet. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Vous avez déjà apporté un certain nombre de réponses dans le questionnaire qui vous a été transmis dans votre propos introductif. Cependant, j'aimerais revenir sur quelques points. Tout d'abord, l'attractivité du métier de conducteur au sein de la RATP et plus largement de l'entreprise elle-même. Vous avez indiqué et évoqué des solutions que vous comptiez apporter sur les problèmes de recrutement, sur le climat social, sur l'ouverture à la concurrence. Sur ce dernier point, avant son départ, Catherine Guillouard a partagé une crainte supplémentaire sur ce sujet, à savoir que cela pourrait remettre en question l'attachement des salariés à leur activité ou à leur entreprise, et donc renforcer le défaut d'attractivité du groupe. Est-ce pour vous, Monsieur le Premier ministre, une crainte justifiée ? Comment renforcer plus largement l'attractivité de la RATP face à cette concurrence qui se profile ? J'aimerais revenir également sur les enjeux liés à la transition écologique et technologique de l'entreprise, électrification du réseau de bus, lutte contre la pollution de l'air au sein des stations, nouvelle mobilité, logistique urbaine. Les enjeux de la ville de demain sont considérables. Pour y répondre, a été créée l'année dernière RATP Solutions Ville avec l'objectif d'être le partenaire privilégié des villes intelligentes, humaines et durables. Ma question est donc simple. Quelle place pour la RATP dans la ville de demain ? Quelle place pour les nouvelles technologies au sein de l'entreprise ? Je pense par exemple à l'usage de la vidéo intelligente. Enfin, je terminerai sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui a été évoqué par le précédent orateur, à savoir l'accessibilité des transports pour les personnes, notamment en fauteuil. On le sait, les bus parisiens et les tramways sont 100% accessibles. Ce n'est pas le cas pour les bus de banlieue
Et concernant le métro, seule la ligne 14 est accessible pour ces personnes. Donc, de nombreux progrès sont donc attendus. Donc, ma dernière question, quelles actions comptez-vous mener pour rendre nos transports accessibles à tous? Et pour conclure, sachez que le mouvement démocrate soutient votre candidature. Merci. Merci, chers collègues. Pour le groupe socialiste et apparenté, la parole est à Fathia Kelouachi. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, c'est dans un contexte périlleux qu'a lieu aujourd'hui votre nomination à la tête de la RATP. Comme vous le savez, cette dernière se trouve aujourd'hui dans une situation particulièrement inquiétante, entre usagers exaspérés par les temps d'attente toujours plus longs et des responsables syndicaux qui dénoncent de mauvaises conditions de travail. À cela s'ajoutent les Jeux Olympiques et l'enjeu de l'ouverture à la concurrence. Le prochain PDG de la RATP devra donc marcher sur des œufs. Votre nomination intervient à peine 3 mois après avoir rejoint la présidence de la FIF, remplaçant Christophe Béchu. C'est un véritable jeu de chaises musicales auquel nous assistons depuis le début de cette législature. Et alors que nous pensions que cette musique s'était arrêtée, la voilà à nouveau en marche. Sans douter de vos compétences, Monsieur le Premier ministre, cette nomination nous semble problématique à plusieurs égards, joignant nos doutes à celle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. En effet, d'un point de vue symbolique, ce jeu de chaises musicales nuit au pacte républicain, cultivant dans l'esprit de nos concitoyens l'image d'un entre-soi qui distend chaque jour un peu plus la confiance envers les représentants politiques. D'un point de vue pratique, cela vous interdirait d'entreprendre de nombreuses démarches auprès des anciens membres de votre gouvernement, de votre cabinet et des administrations jadis passées sous votre autorité. Dans le cadre de cette ouverture à la concurrence que vous qualifiez vous-même auprès du rapporteur de défi majeur pour l'entreprise. Comment dès lors imaginer un PDG de la RATP qu'il puisse répondre à ce défi sans contact avec le Premier ministre ou avec la ministre des Transports? Le 27 juillet dernier, enfin, devant cette même commission, vous disiez au sujet de la FIF avoir accepté avec beaucoup d'enthousiasme. Parce que vous acceptez avec beaucoup d'enthousiasme cette présidence de la FIF, nous vous proposons d'y rester en poste. Donc, nous ne donnerons pas un avis favorable à votre nomination. Merci, chers collègues. Pour le groupe Horizon et apparenté, la parole est à Xavier Albertini. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, depuis la rentrée, la RATP est devenue un sujet récurrent pour les journalistes et pas seulement des pages locales du Parisien. Lundi encore dernier, elle faisait l'objet d'un article dans les pages orange du Figaro. Métro à Paris, la pression monte sur la RATP. Et la photo illustrant l'article montre une rame de métro archibondée. C'est dire la dimension nationale qu'a prise la crise de la RATP. Il faut dire que la Régie autonome des transports parisiens, c'est 3 500 000 usagers quotidiens transportés aux 4 coins de la région capitale et que la moindre anicroche a un effet papillon. Et force est de constater que les Franciliens sont à cran. Utiliser les transports est devenu une source d'hyperstress. Monsieur le Premier ministre, vous vous apprêtez à prendre la tête des entreprises françaises les plus prestigieuses de notre pays, mais qui connaît un gros trou d'air. Sur le fond d'ouverture à la concurrence, la RATP est le théâtre d'importants conflits sociaux. Vous aurez cette lourde tâche de trouver très rapidement les voies du dialogue pour que la journée de grève de demain soit la dernière de l'année. Vous aurez aussi la lourde tâche de trouver les solutions pour établir un trafic à 100% du métro, comme des bus, dans une conjoncture de carence aggravée du personnel formé. Là où la crise ne touchait que le réseau de bus, il y a quelques semaines, 25% du trafic en moins, elle se répercute désormais sur le réseau métro. Il y a objectivement un manque d'anticipation à la RATP par le passé et une mauvaise projection des besoins post-Covid. Et le manque d'anticipation est d'autant plus inquiétant que la RATP a la lourde responsabilité de déployer, comme vous l'avez dit, le Grand Paris Express d'ici les JO 2024 et d'autres projets importants. Les défis sont donc grands pour remettre sur les bons rails et sans mauvais jeu de mots la RATP. La conjoncture est difficile, mais les structures sont solides. Il fallait à sa tête une personnalité respectée et reconnue, à la fois pour son sens de l'intérêt général, pour une vraie vision politique et pour sa ténacité. De la présidente de la région d'Île-de-France aux leaders syndicaux, chacun place beaucoup d'espoir dans votre méthode de management éprouvée et votre capacité d'entraînement. C'est suffisamment rare pour souligner cette unanimité. C'est pourquoi les élus du groupe Horizon et apparentés de cette commission vous apporteront sans réserve leur soutien pour présider la RATP. Merci, chers collègues. Pour le groupe écologiste NUPES, la parole est à Lisa Bellouco. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, chers collègues,
Depuis quelques semaines, les rames du métro parisien sont saturées, les quais sont bondés et les malaises se multiplient. En plus de la ligne 13, qui est l'une des plus fréquentées au monde, les lignes 3, 4, 6, 8, 11, 12 présentent un grave problème de régularité. La RATP peine aussi, depuis la rentrée, à assurer son offre de bus avec 25% de services non faits à Paris et en petite couronne. Les difficultés d'exploitation de la RATP ne viennent pas de la légère baisse de l'offre voulue par Île-de-France Mobilité. La cause réelle est bien le manque de conducteurs de bus et maintenant de métro. Les difficultés de recrutement et les démissions en masse des conducteurs sont inédites. L'ouverture à la concurrence qui approche ne motive vraisemblablement pas les éventuels candidats qui s'inquiètent du risque de forte dégradation des conditions de travail qui en découlerait. Aujourd'hui, un conducteur commence déjà avec un salaire de 1 800 € net. En Île-de-France, ça n'attire plus. Les syndicats demandent une augmentation de salaire de 300 € par mois. Parmi les autres causes à l'origine de ce manque de conducteurs, les départs en retraite massifs, la hausse de l'absentéisme depuis le Covid-19, la concurrence des autres secteurs en tension, mais aussi sûrement une crise plus profonde. Selon Christophe Cabot, le délégué CGT des conducteurs, il n'y a pas une ligne qui s'en sort correctement. Il manque entre 140 et 150 conducteurs de métro. Monsieur Castex, vous avez évoqué ces difficultés dans votre propos liminaire, mais qu'envisagez-vous de mettre en place pour attirer les nombreux conducteurs qui permettraient d'assurer un service de qualité à l'heure où, plus que jamais, la lutte contre le réchauffement climatique nous invite à développer les transports en commun et en améliorer l'efficacité? Par ailleurs, comment comptez-vous gérer les gros dossiers liés à ce poste, dont le plus important, vous l'avez cité, l'ouverture à la concurrence, alors que la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique vous invite, à ce sujet, à ne pas entrer en contact avec vos anciens collègues ministres encore au gouvernement, parmi lesquels le ministre des Transports Clément Beaune et la Première ministre Elisabeth Borne. Vous l'avez dit, vous pourrez échanger avec M. Béchu, c'est bien. Échanger directement avec les ministres directement concernés, ça nous semblerait légèrement plus efficace. Ces conditions ne vous permettront vraisemblablement pas d'exercer les missions liées à ce poste correctement, et dans ces conditions, les écologistes préféreront éviter de vous mettre dans une telle difficulté et voteront Merci, chers contre collègues. votre nomination. Pour le groupe Gauche démocrate et républicaine, la parole est à Hubert Wulfranc. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Alors, Madame Guettet a relu avec attention le diagnostic de l'UMA qui est sorti il y a peu de temps sur la RATP. Oui, vous arrivez en plein orage social. Après, effectivement, l'initiation de la mise en concurrence, impulsée, vous l'avez dit, effectivement, par Valérie Pécresse, mais qu'en tant qu'homme politique d'hier et d'aujourd'hui, vous avez accompagné, y compris sur d'autres moyens de transport majeurs pour notre pays. Alors bon, la logique, on la connaît, elle s'installe. L'Île-de-France a racheté l'ensemble des moyens de production et il ne reste plus qu'aux prestataires que vous êtes attirés sur les salaires et les conditions de travail. Ce que vous faites ce que fait la RATP via le cadre social territorialisé mis en œuvre depuis donc le mois d'août. Alors tout ça, ça se décline par la perte d'acquis sociaux majeurs, heures de travail supplémentaires par jour sans compensation financière, suppression de la prime de 12 € et des 20 minutes abondant le temps de travail supplémentaire en cas de service en deux vacations, des primes passées à la trappe sur de maigres rémunérations et la perspective donc de perdre à l'année 6 jours de repos, sans compter ce qui vous attend sur la question des retraites. Donc moi, ma réflexion, elle est simple. C'est là le cœur de l'enjeu. Parce qu'on peut améliorer les conditions de transport pour les voyageurs, on peut avoir un objectif légitime d'environnement, mais d'abord, ça passe par les hommes. Alors, est-ce que vous êtes prêts à vous remettre autour de la table des négociations pour revisiter sérieusement, effectivement, ces rapports sociaux dans l'entreprise qui sont absolument dégradés à l'heure actuelle? Merci, chers collègues. Pour le groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire, la parole est à Jean-Louis Bricout. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Premier ministre. Nous l'aurons collectivement compris, l'ambition que vous souhaitez pouvoir porter à la tête de la RATP relève, si l'on veut synthétiser, d'un quintuple défi. Le défi de l'ouverture à la concurrence, qui ne doit se faire, à mon sens, ni au détriment de la qualité de service pour les usagers, ni au détriment des enjeux sociaux en interne. Le défi du Grand Paris Express, le défi de la gestion des grands événements comme Paris 2024,
le défi de la modernisation des équipements et le déploiement des services de mobilité connectés. Le défi aussi de la transition écologique au sein de laquelle l'intermodalité constitue un enjeu stratégique. Vous l'avez rappelé et vous en êtes convaincu, au carrefour de ces grands défis, la RATP et vous à sa tête, restez confiants. Notre groupe est dans le même état d'esprit avec quelques réserves sur l'image renvoyée par votre nomination. On attend de vous bien évidemment d'exceller dans l'écoute, la concertation à notre égard et à l'ensemble des corps intermédiaires et bien sûr, comme vous vous y êtes engagé, respecter les réserves mentionnées par la haute autorité. Notre groupe souhaite également avoir des compléments d'information sur 2 points. Le premier point concerne l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. On a quelquefois le sentiment que dans ce domaine, la RATP a un métro de retard, on pourrait le dire comme ça. Comment entendez-vous accélérer cette accessibilité dans le métro et proposer une vraie intermodalité pour les déplacements d'un point A à un point B adapté aux personnes concernées? Je crois qu'il n'y a pas pire situation qu'une rupture d'accessibilité dans un trajet. Donc il y a des enjeux autour de l'information, et notamment la concertation avec les autres opérateurs de transport. Les personnes à mobilité réduite feront-elles l'objet d'un traitement particulier dans le cadre du déploiement de la mass mobilité as a service? Et le deuxième point concerne l'accélération de la transition énergétique et les objectifs de décarbonation. Et puis pour terminer, avant de changer de cap, Monsieur le Premier ministre, comment évaluez-vous votre bilan à la tête de l'AFIT? Merci, chers collègues. L'ensemble des orateurs de groupe ont pu s'exprimer. Monsieur le Premier, je vais vous laisser la parole, en sachant que nous avons d'ores et déjà 12 questions de plus. Je vous en prie, Monsieur le Premier ministre. Enfin, moi, je le dis, à votre disposition, autant de temps que vous souhaitez. Et si on ne peut pas, en fonction des horaires que vous avez donnés, je répondrai volontiers par écrit à toute question complémentaire que les membres de la commission souhaiteraient poser. Je le dis au passage. Bon, je vais tenter de répondre. D'abord, je reviens sur les sujets, connexes, c'est-à-dire sur le principe même de ma nomination. Bon. Ce qui est bien quand même, c'est-à-dire que même ceux qui s'y opposent, c'est pour moi l'essentiel, je dois le dire, ne semblent pas douter, en tout cas, de ma compétence. Bon, c'est quand même, me semble-t-il, le premier critère pour nommer un emploi public. Je ne sais pas, il faudrait interroger l'opinion publique pour savoir, puisque M. Bricout lui-même a employé cette expression, quelle est l'image renvoyée par ma nomination. Bon, j'espère qu'elle n'est pas mauvaise, mais bon, en tout cas, j'entends tout ce que vous dites, mais je veux dire, je le dis pour la représentante du Parti socialiste, je n'ai pas du tout le sentiment de m'inscrire dans un jeu de chaises musicales. J'ai expliqué pourquoi. Enfin, moi, j'ai toujours eu une appétence très forte, Madame la députée pour les transports. Toujours. C'est pas nouveau. J'en profite pour dire, vous savez, on ne gagne pas à tous les coups, c'est normal. J'ai fui candidat, c'est dans la presse, à la présidence de la SNCF il y a quelques années. Je n'ai pas eu le bonheur d'arriver jusque vous. Bon. Ouais, j'étais candidat en 2019, ça a été dans les journaux. Ben voilà, je n'ai pas été nommé. Aujourd'hui, je suis candidat à la RATP, j'espère que je vais être. En tout cas, comme j'ai dit, si vous ne m'accordez pas le bénéfice de votre suffrage, au moins accordez-moi celui de la cohérence. Je ne suis pas dans une recherche de poste. Ou je sais pas, bon, il y a quelqu'un ici, je m'en doutais bien, évoqué la question des salaires. Ben, c'est pas moi qui ai fixé le salaire de la RATP. Hein, madame, voilà, bon, c'est pas madame, soyez assurée. Je pense que vous me connaissez. Ma motivation ne se situe pas là. Bon, ma motivation ne se situe pas là. Bon, ma motivation, c'est de servir le service public et mon pays. C'est pas d'être dans un jeu. La RATP s'est trouvée être vacante dans les conditions que chacun a rappelées. Bon, on m'a dit, est-ce que j'ai pas voulu moi prendre l'initiative de candidat. Ça a éveillé une petite lumière à moi. Je suis très honnête avec vous quand ce poste a été vacant. Mais pourquoi? Justement pour la raison que vous avez dite. Puis parce que, bon, voilà, j'étais à la FIT. Je veux dire, ma candidature à la RATP ne part pas d'une insatisfaction dans ce que je faisais à la FIT ou ailleurs. Pas du tout. Bon, c'est que je pense qu'il y a des enjeux encore plus forts et que je peux être utile. Vous êtes parfaitement libre, et c'est l'objet même de ce jeu démocratique, comme l'a rappelé
je crois, le député représentant les Républicains, que le Parlement se prononce. C'est une bonne innovation. Mais en tout cas, moi, c'est mon intention. Je pense que je peux être encore plus utile, je vais dire comme ça, à la RATP qu'à la FIC. Bon. Donc, je le dis pour tout le monde, je pense qu'il faut mettre ça. Et comme j'ai dit à vos collègues du Sénat, d'habitude, je vous invite à faire ça quand on veut caser ou recaser des gens ou des amis. J'ai lu ça aussi. D'habitude, on le fait plutôt dans des sinécures, vous voyez, jusqu'au bout. Je ne suis pas certain que ce soit l'objet du poste qui nous réunit ce matin. Bon, bref, en tout cas, ma question est pour moi, et je crois bien que celle-là, elle me taraude. Est-ce que je vais être à la hauteur de la tâche? Je me suis posé, évidemment, mesdames et messieurs les députés, la même question lorsque la proposition m'a été faite de devenir Premier ministre. On se la pose tous en permanence. Évidemment. Bon. Mais si j'ai pris la décision de me présenter devant vous, c'est qu'encore une fois, j'ai la conviction que la RATP, c'est vraiment un levier très fort, qu'elle a des ressources considérables et que je peux apporter quelque chose. D'autres sûrement aussi, mais bon, voilà. Je reviens encore à l'avis de la HATVP, bon, les choses sont claires. Oui, c'est circonscrit à la concurrence, mais comme l'ont rappelé deux intervenantes, ce n'est pas un sujet majeur. Mais que dit la HATVP? Il faut la citer jusqu'au bout, tant qu'on y est. Bon, je ne fais pas de commentaires, moi j'applique. Que moi, je ne peux pas prendre l'initiative sur ce sujet d'entrer en contact avec des ministres qui ont été dans mon gouvernement. Donc j'ai répondu, ça tombe bien, il y en a un qui a les transports dans son décret d'attribution qui n'était pas dans mon gouvernement. Mais, lisons l'avis de la HATP Chaudou, les autres ministres, à commencer par la première d'entre eux, bien entendu, peuvent avoir des contacts avec moi sur ces sujets de la concurrence. Donc quand vous dites que je serai sans contact, non, pas du tout. Les liens seront établis, simplement ils le seront dans le cadre fixé par la HATVP. Et je le répète, que je respecterai. Chacun est libre de commentaire, en particulier le législateur, mais certainement pas les intéressés, et j'en fais partie. J'appliquerai l'avis de la HATVP, mais, excusez-moi, mais si j'avais le sentiment, moi ce que je veux c'est agir, encore une fois, que cette délibération m'empêchait d'agir, je ne serais pas devant vous ce matin. Quel serait l'intérêt de la faire? Bon, donc je crois que tout ça a été clarifié, à commencer par le président de la HATVP. Il faut être scrupuleux, c'est un progrès, tout ça est contrôlé, les conflits d'intérêts, à commencer par dire il n'y a pas de conflit d'intérêts, le risque pénal est écarté. Bon, il y a un sujet, effectivement, qui peut poser question, c'est la question de l'ouverture à la concurrence. Voilà comment nous fixons les règles du jeu pour fluidifier les choses. Je vais les appliquer. Bon. Et effectivement, vous avez raison, il faut veiller à ce que l'application de cette disposition n'empêche pas, le fonctionnement régulier du service et le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. La question de David Valence me permet, je viens maintenant au fond des choses, de parler d'un sujet sur les filiales, RATP, développement, etc. Bon, vous savez, mesdames et messieurs les députés, que ça s'est beaucoup développé pendant les dernières décennies, pas que sous le mandat de ma prédécesseur, même si elle a eu un rôle extrêmement actif, mais il y a un moment que la RATP sort de l'Île-de-France. Elle a conquis des marchés ou des concessions de transport urbain dans beaucoup de grandes villes, notamment d'ailleurs plutôt à l'ouest du pays, et puis, vous l'avez dit, dans bien d'autres pays. Bon. Je poursuivrai, c'est votre question, ce mouvement sur des bases qui sont les suivantes. D'abord, il faut que cette politique de diversification et de filialisation soit sur la base de ce que nous savons faire. Et il y a quelques cohérences. Bon. On reste, par exemple, à l'étranger, je pense qu'il faut aller de plus en plus vers le métro automatique. Parce que là, on a un savoir-faire incontestable. Incontestable. Et il faut aussi bien choisir ses zones. Vous lisez comme moi, vous avez su, je vais approfondir, mais il y a quelques pays où nous sommes allés, où la RATP est,
et qui se sont révélées particulièrement compliquées, on va dire ça comme ça. Bon. Donc, oui, et c'est la même façon, je crois que c'est la représentant du MODEM qui m'a parlé de RATP Solutions Ville. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce concept, c'est que une entreprise de transport, puis toujours, elle ne fait pas que transporter des gens, c'est le cœur de métier, mais elle restructure un paysage urbain ou rural, si c'est une entreprise de transport dans le milieu rural. Elle restructure. Donc, que la RATP apporte sa contribution à la conception du tissu urbain autour des gares, etc., et développe ou propose des solutions dans ce domaine, je crois qu'il faut encore accélérer. De la même façon, la RATP, je l'ai déjà dit, et c'est le point commun avec les trois sujets, elle a développé une expertise sur certains métiers qu'il faut encore approfondir et vendre et exporter à l'extérieur. Bon, je le dis aussi, j'entends là sur l'ouverture à la concurrence, je vais y revenir, mais vous voyez, il faut quand même faire attention à dire oui, on va essayer d'exporter notre technologie, d'exploiter des bus en Toscane, du métro ici ou là, et dire ben oui, non, mais chez nous, évidemment, personne ne pourra venir. Bon, ça, évidemment, il y a une petite limite là. Hein. Bon. Donc, je crois qu'encore une fois, ce qui va réconcilier tout ça, ce qui doit, c'est la progression massive des transports en commun. C'est ça, évidemment, encore une fois, si on en fait moins, bon. Et la deuxième chose que j'ai dite hier au Sénat, c'est pas du tout, comment dire, pour atténuer ça, mais c'est bien pour recadrer. Il faut travailler ces marchés nouveaux, d'accord, mais ne jamais laisser à croire, jamais, que c'est en quoi que ce soit au détriment du cœur de métier. Voilà. Moi, si je deviens président directeur général de la RATP, je ne peux pas expliquer qu'on exploite très bien un réseau de transport en commun dans n'importe quelle ville du monde sous l'étiquette RATP, pas celui d'Île-de-France. Parce que là, les gens vont dire il y a quelque chose qui ne va pas bien, là, monsieur. Bon, ils auront raison. Ils auront raison. Bon. Alors voilà, c'est pas dire ah mais je vais arrêter, pas du tout. Il faut remettre bien les choses dans le bon ordre. Bon. Sur justement l'ouverture à la concurrence. Bon. Encore une fois, moi j'ai dit sur ces sujets, c'est pas une religion. Il faut que ce soit un moyen et que nous veillons à ce que, à l'arrivée, le résultat soit meilleur qu'au départ. Ça ne peut pas être au détriment ni de la qualité du service, ni des conditions de travail. Ça se mesure et ça s'observe. J'ai émis ce vœu hier au Sénat, que ce soit... Ça a commencé hein, déjà. On peut déjà regarder et tirer quelques enseignements de façon neutre, externe, évidemment. Bon. Mais le cadre social territorialisé, oui, c'est vrai que ça va amener des négociations qui n'ont pas encore abouti. Donc je rappelle, vous avez dit, vous avez cité évidemment des éléments négatifs, en tout cas présentés tels, mais enfin, à l'enjeu, il y a quand même un 14e mois derrière. Un 14e mois, notamment on parle des conducteurs de bus, puisque c'est eux qui sont, comme je l'ai dit, les premiers concernés. Et puis ce cadre social territorialisé, il a vocation à s'appliquer à tous les opérateurs. Je n'ai de compte à rendre qu'éventuellement pour la RATP, je veux dire, mais il y a tous les autres aussi pour lesquels ce cadre social territorialisé, en tout cas pour les salariés desquels, peut être un progrès. Bon, parce que évidemment, il s'agit d'harmoniser les conditions de la concurrence. Bon. Mais il y a encore beaucoup de sujets à régler, je l'ai dit. Et je comprends du coup que ça inquiète beaucoup. Donc quand plusieurs d'entre vous me demandent si je suis prêt à me réimpliquer là-dedans, revisiter, c'est pas bien, c'est le premier job du président de la RATP, bien sûr, ça inquiète, tout n'est pas réglé, je vois tout ce qu'il y a devant, mais en même temps, je ne pars pas battu d'avance, en disant, voilà, tout ça ne marchera pas, ça va être une catastrophe. Non, il faut se donner les moyens, on a besoin, l'autorité organisatrice de la concurrence, comme les opérateurs, vous voyez, que quelqu'un regarde un peu comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut corriger, qu'est-ce qu'il faut changer, il faut être très pragmatique. L'objectif, la finalité, ce n'est pas la concurrence elle-même, c'est en quoi le service est-il amélioré.
Et je ne connais pas de service qui soit amélioré si les usagers ou les agents y perdent. Ça n'existe pas. Bon. Oui, il faut faire bouger les choses, il faut améliorer des choses, là comme ailleurs. Bon. Donc c'est un sujet, évidemment, qui va là aussi beaucoup occuper le futur président. Bon. Je reviens sur les questions d'accessibilité qui ont été posées par plusieurs d'entre vous. Bon, qui est un très ancien sujet, vous le connaissez, quelqu'un l'a dit, on est à peu près au clair sur toutes les lignes de bus, de RER. Évidemment, les nouvelles lignes, je pense à la 14, je pense aux lignes du Grand Paris Express que nous évoquions tout à l'heure, seront totalement accessibles. Et donc, il y a la question du métro historique. Déjà, n'est-ce pas, nous avions nourri l'ambition, lorsque j'étais délégué interministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques, que la survenue et l'organisation de cet événement soit l'occasion de progresser un peu de mémoire. Je me tourne vers Jean de la RATP, c'était la ligne 6 qui avait été choisie, la ligne aérienne, hein, enfin en tout cas en grande partie de son trajet, pour être le laboratoire de ce que le métro historique soit concerné. Pardon. En réalité, il y a je ne vais pas approfondir ici, mais il y a d'abord un problème financier considérable. Ça coûte très cher. Mais enfin, ça, moi qui dis qu'il faut investir, mais il y a quand même une question d'investissement. Et le deuxième sujet, il y a aussi des questions, que je ne sais pas si elles ont été réglées depuis, mais par exemple, les autorités de l'État, notamment la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, exigeaient que vous ne pouviez pas, qu'il était impossible de mettre en accessibilité une station ou deux, c'était toute la ligne. Bon, j'avais observé, comme il y avait aussi des jeux à Marseille, que pour le métro de Marseille, les exigences n'étaient pas les mêmes. Bon, donc là, il faut un peu, je ne sais pas, ça a dû sûrement progresser, cette affaire, mais bon. En tout cas, ce sont des décisions financières, ça renvoie à tous les investissements, ceux-là et bien d'autres qui sont devant nous. Ça renvoie donc, mesdames et messieurs députés, à un sujet dont vous aurez forcément à connaître, qui sont les capacités financières d'IDFM, parce que ça, ce n'est pas une décision de la RATP, bien sûr. Nous pouvons contribuer, comme sur tous les investissements, sur nos ressources propres, mais ça se décide dans le cadre du contrat qu'on fait avec IDFM. C'est un contrat ambitieux, déjà, en matière d'investissement, le plus ambitieux qu'il y ait jamais eu. Bon. Il est en cours, on n'en a pas parlé, mais évidemment, un des sujets du futur président de la RATP sera déjà, d'abord, il va falloir faire un avenant pour les JO, sauf erreur, là, maintenant, avec IDFM, et puis il faut préparer le suivant, dans lequel ces sujets pourraient progresser. Il ne faudra peut-être pas tout d'un coup, je crois qu'il faut le faire progressivement, mais c'est un signal fort, parce que, évidemment, c'est le regard qu'on porte sur les personnes en situation de handicap, c'est le symbole de la société dite inclusive, et il faut absolument que le métro historique, puisque c'était votre question à plusieurs d'entre vous, concourt à la réalisation de cet objectif. Bon. S'agissant de la réforme des retraites, question qui m'a été posée. Bon. D'abord, je répète que je ne renie rien, non seulement sur ce que j'ai dit sur ce sujet, si vous me permettez, ce que j'ai modestement fait. Il y avait déjà eu, et j'avais beaucoup négocié avec les syndicats de la RATP à l'époque, une première réforme des régimes spéciaux qui portait sur les bonifications et la disparition des bonifications. C'était à l'automne 2007. Et j'étais, à l'époque, je le rappelle, le directeur de cabinet de M. Bertrand, et nous avions discuté beaucoup avec tous les syndicats, pas que ceux de la RATP, mais la RATP en particulier, puisque c'est le sujet. Bon. Donc nous avions déjà fait une première avancée sur ce sujet, et il y avait bien entendu des discussions sérieuses, des conflits sociaux, mais enfin, nous avions ensemble abouti. Bon. Donc, si c'est votre question, j'assume ce que j'ai dit. Il faut dire, bon. Et bon. Ceci dit, maintenant, là, au jour d'aujourd'hui, si je suis président de la RATP, ma demande, c'est pas à moi, pardonnez-moi. Je ne suis pas comme vous. Je suis parti au mois de mai, je ne me suis pas présenté à des élections législatives, je ne suis plus loin de l'onction du suffrage universel. Bon, c'est à
au gouvernement, au président de la République, à l'Assemblée nationale, au Sénat, de décider les contours de la réforme des retraites, et en particulier celle des régimes spéciaux, puisque c'est votre question. Bon. Moi, ma demande, c'est évidemment d'être consulté quand même en amont sur les modalités, les conditions de faisabilité, et évidemment, quand le moment viendra, je n'ai pas d'informations à vous donner là-dessus, mais de mener ou de concourir en tout cas aux négociations indispensables. Et bien, je ne doute pas que ce sera difficile, hein, mais rassurez-vous. Voilà, d'apporter ma contribution, c'est vraiment le rôle, ça rejoint d'ailleurs la question précédente du président de cette entreprise, avec ses équipes qui sont déjà très impliquées. Donc, voilà, après, c'est au pouvoir public démocratiquement désigné, constitutionnellement habilité à donner le contenu et le top de ce qui est, ou de ce que serait, ou de ce que sera cette réforme. Voilà. J'en profite aussi pour évoquer le sujet de la sécurité que je n'ai pas traité ce matin, parce que je l'ai, pardonnez-moi, beaucoup abordé hier après-midi au Sénat, pour vous dire que c'est un sujet essentiel, plusieurs l'ont dit aussi d'ailleurs, hein, il n'y a pas que vous, c'est un sujet essentiel, pas simple, sur lequel il nous faut faire des efforts. J'ai indiqué hier devant vos collègues sénateurs que l'une des premières visites que je ferai sera au centre de coordination opérationnelle qui a été ouvert au mois de juillet dernier, sous l'égide du préfet de police. Je me déplacerai très vite, même si j'ai l'habitude d'y aller, mais pas avec la casquette de président de la RATP, si vous voulez bien me la donner, dans les stations du nord-est de Paris, parce que c'est là qu'on voit. Bon. En réalité, vous le savez, il y a un groupement interne à la RATP dédié à la sécurité, qui, comme je l'ai indiqué, il n'y a pas que les chauffeurs de bus pour lesquels on a des problèmes de recrutement, a aussi des problèmes de recrutement. Donc ça veut dire que les effectifs budgétaires, comme on dirait classiquement, ne sont pas tous pourvus. IDFM nous a dit, je crois qu'il faudrait arriver à 1 millier de ces agents. Je crois qu'à la fin de l'année 2022, la fin de maintenant, on sera plutôt autour de 920. Bon. Donc il faut à tout prix, là aussi, que je discute avec eux, pour voir quels sont les obstacles, je vois à peu près, mais pour essayer d'abord qu'on ait les moyens. Et puis, vous le savez, il y a aussi des questions de coordination avec la police nationale. J'ai vu que la région voulait elle-même créer un dispositif de sécurité. Bon, je n'ai pas de commentaire à faire. Le seul, plus on est, mieux c'est a priori, mais à condition que tout ça soit quand même bien articulé. Donc là aussi, la finalité, c'est l'efficacité. Mais j'ai parfaitement conscience, pour de multiples raisons, qu'il y a évidemment un problème de sécurité, et dans les enjeux de quotidienneté, la question de sécurité, évidemment, est un des éléments majeurs à prendre en considération. Qui m'a posé la question, je crois que c'est Mme Guettet. Je ne peux pas répondre à tout, puisque de toute façon, elle m'a dit que son opinion était déjà faite, à la limite, quelles que soient les réponses que je fais. Bon. Mais quand même, sur le RERB, juste, parce que je crois que vous avez raison, là aussi, on voit bien que, je vous le dis, parce que vous allez avoir à reconnaître de tout ça, par encore une fois, les décisions qui devront être prises pour le financement des infrastructures de transport. C'est toutes les autorités organisatrices, en l'espèce ici IDFM. Il y a un grand programme qui est prévu pour le RERB, avec notamment le changement, des problèmes sur les voies, des problèmes sur le système d'exploitation et le remplacement de toutes les rames. Bon, ça va s'étaler dans le temps, mais c'est déjà décidé par IDFM. Bon. Et nous allons, nous, opérateurs, évidemment, mettre en œuvre ces décisions. Mais on voit bien que, je le dis parce que c'est souvent mal connu, on a devant nous des investissements très lourds, qui posent de gros problèmes d'ailleurs, parce que plus vous investissez sur les voies, par exemple, et c'est absolument indispensable pour les renouveler, plus vous gênez, plus vous entraînez des perturbations du trafic. Et comme c'est un secret pour personne, il y a eu des retards d'investissement pendant plusieurs décennies. On les rattrape maintenant, et il faut poursuivre, voire, je le répète, accroître, et ça génère, et je pense en particulier, pas seulement, mais au faisceau nord de Paris, le RERB est concerné,
ça génère des troubles, enfin des difficultés de trafic, même si les opérateurs essaient de le faire le week-end, la nuit, etc., mais des difficultés de trafic qui vont supposer beaucoup de patience de la part des usagers. Mais pourtant, il faut y aller. Il faut investir dans les transports en commun. Il faut investir dans les transports en commun. La France est en retard, j'ai déjà dit. La France est en retard, et l'Île-de-France en particulier, mais pas que. Je vois que le président me presse, hein. Il n'y a pas que lui. Bon, allez. Merci, Monsieur le Premier ministre. Nous en venons donc aux questions. Questions d'une minute. Je vous propose de prendre toutes les questions, de sorte à ce qu'il puisse y avoir par la suite des réponses données durant cette commission et qu'il n'y ait pas de réponses écrites. Jean-Luc Fugit pour une minute. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, l'amélioration de la qualité de l'air à l'intérieur des enceintes ferroviaires souterraines constitue un enjeu du plan national santé-environnement qui a été adopté il y a quelques mois. Selon l'ANSES, depuis le début des années 2000, des mesures ont mis en évidence dans les enceintes ferroviaires telles que celle du métro parisien des concentrations en particules fines en suspension dans l'air, les PM2,5 et PM10, qui sont en moyenne 3 fois plus élevées que dans l'air extérieur urbain. Alors face à cette situation, question est simple, c'est quelle démarche volontariste souhaitez-vous engager pour améliorer la qualité de l'air donc, dans le réseau souterrain de la RATP, pour préserver la santé respiratoire à la fois des usagers, mais aussi de vos futurs collaborateurs. Et puisqu'il me reste quelques secondes, et un petit peu en aparté, puisque vous avez évoqué la question de la Coupe du Monde de rugby, j'espère que si vous prenez la tête de la RATP pourra non seulement accompagner les 15 de France dans leur victoire, mais surtout faire du mécénat sportif en direction du rugby, et puis particulièrement peut-être pour le 15 parlementaire. Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Daniel Brulebois. Merci, Président. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous rassurer, nous sommes persuadés que vous êtes à la hauteur et que votre image est une chance pour la RATP. Enfin, c'est ce que nous pensons très fort dans le Jura, Monsieur le Premier ministre. Moi, je voudrais vous demander, alors que la balance extérieure, du commerce extérieur de la France est un sujet, et que la RATP est vraiment une vitrine à l'international de la France, qu'est-ce que vous pensez pouvoir trouver de nouveaux contrats? Et on a toujours à l'esprit la réussite des contrats avec l'Arabie Saoudite ou le Qatar, avec le métro automatique ou encore avec les États-Unis. Et comment pensez-vous développer cela pour notre pays? La parole est à Nicolas Dragon. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, avec tout le respect qui vous est dû, c'est avec surprise qu'on vous retrouve une nouvelle fois devant cette commission pour finalement ce qui apparaît être comme un second entretien d'embauche en moins de 3 mois. Un sans-emploi inscrit au Pôle emploi aurait-il autant de chances d'être dans votre cas? Rien n'est moins sûr. Toujours est-il que votre apparition devant cette commission pour valider votre nomination à la tête de la RATP, 3e opérateur mondial de transport, pose légitimement question. Je me pose la question puisque même dans ma circonscription dans l'Aisne, la RATP est présente au travers de la RATP Dev. Or, on ne trouve rien dans votre longue expérience qui justifie la prise de direction de cette entreprise qui exige une implication totale, énorme, c'est-à-dire de tous les instants que confère sa direction. Ma question est la suivante. Quelles sont les garanties concrètes que vous pouvez apporter devant cette commission pour la convaincre de valider votre nomination? Merci. Cela bien sûr en rapport avec vos compétences, sans doute ignorées par les millions d'usagers de la RATP. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Emmanuel Bléry, vous me confirmez que vous avez retiré votre question. Je ne vois pas Emmanuel Taché de la Pagerie. Non, très bien. La parole est à Paul Vanier. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, je suis élu du Val d'Oise, d'Argenteuil et de Besançon et donc de Grande Couronne et nous subissons depuis près d'1 an les conséquences de l'ouverture à la concurrence des lignes de bus. Monsieur le Premier ministre, c'est une catastrophe pour les salariés qui ont vu leurs primes, leurs salaires diminuer, qui voient leurs amplitudes de travail horaire croître dans des proportions considérables avec des questions de sécurité aussi pour les usagers. Et donc nous avons des démissions, nous avons des arrêts maladie, les bus ne circulent plus. Pour les usagers, c'est un quotidien qui est littéralement pourri, avec dans ma circonscription jusqu'à 100 passages supprimés par jour. Le jour de la rentrée scolaire, par exemple, 20% de bus en moins, donc des retards pour les lycéens, pour les étudiants, pour ceux qui travaillent, notamment pour les travailleurs essentiels qui partent tôt le matin et qui n'ont pas d'autres moyens de transport.
riche de cet enseignement. Vous avez dit ne pas avoir de religion en la matière. Ne faut-il pas être prudent et au moins, c'est notre proposition, engager un moratoire sur l'ouverture à la concurrence dans les transports franciliens? La parole est à Emmanuel Maquet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, les foyers parisiens sont seulement 33% à posséder une voiture. C'est le taux, je crois, le plus bas et c'est grâce à la RATP, vous l'avez rappelé. La voiture représente en moyenne 20% des émissions carbone des Français. En permettant de vivre sans voiture dans l'agglomération la plus peuplée du pays, la RATP rend donc un service climatique majeur à la France. Pourtant, le service, vous l'avez dit également, n'est pas au niveau, à la fois en termes de ponctualité, de fréquence, de propreté et de sécurité. Le dialogue social tellement dégradé que les usagers dépités et en colère ne se demandent plus les raisons pour lesquelles les grèves arbitraires font maintenant partie du paysage. Monsieur le Premier ministre, les foyers qu'il vous faut encore convaincre d'abandonner la voiture à Paris, ce sont les plus aisés. Et quand on voit le niveau de service de la RATP, on se dit qu'ils ne seront pas convaincus de sitôt. Chaque bus annulé, chaque métro bondé, c'est un argument de plus pour les concessionnaires automobiles. Ma question est donc la suivante. Qu'allez-vous faire très concrètement pour que les transports en commun à Paris deviennent le choix par défaut de tous les franciliens? Merci, chers collègues. La parole est à Jean-Pierre Tête. Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Premier ministre, on nous répète qu'il faut privilégier effectivement la marche et les transports en commun, alors qu'en réalité, vous l'avez dit, un quart de l'offre aux usagers n'est pas réalisé aujourd'hui. L'effort de moins polluer est louable, mais pas au détriment et à l'exclusion d'une partie des habitants. Tout le monde n'habite pas au centre de Paris et ne peut pas se déplacer en vélo ou en trottinette. De plus, l'accessibilité limitée des infrastructures laisse une partie importante des usagers à l'écart. En effet, être contraint à s'entasser dans des rames bondées peut être beaucoup plus usant que rouler en Zoé électrique. Vous allez devoir travailler avec deux femmes qui s'opposent, Valérie Pécresse à la région et Anne Hidalgo à la ville. L'une veut produire une offre correcte et efficace sans augmenter le prix du pass Navigo. L'autre fait des travaux pour entraver la mobilité et met en place des zones à faible émission. Comment appréhendez-vous ces futures relations et quelles sont vos propositions pour ne pas laisser de côté une partie de la population? La parole est à Jean-Yves Bonny. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, d'abord, merci pour votre éclairage et votre enthousiasme concernant votre candidature. Je vais faire appel à votre connaissance aiguë du secteur des transports collectifs et notamment des nouveaux modes d'alimentation décarbonés des véhicules. Vous l'avez rappelé dans vos propos, la RATP est très engagée dans la décarbonation de sa flotte avec le programme Bus 2025 qui prévoit de migrer l'intégralité de son parc de 4600 véhicules vers une flotte de 100% écologique, 80% en électrique et 20% en biogaz. D'après nos informations, la moitié du parc aurait déjà été converti en bus propres, faisant de la métropole parisienne une pionnière dans le monde. Nous souhaiterions cependant savoir si cette première expérience de transition de la flotte de bus a permis à la RATP de dégager des enseignements utiles. Merci. La parole est à Vincent Decker. Président, Monsieur le Premier ministre, dans le droit fil de la question de mon collègue cantalien, tout aussi concerné que moi par la RATP, je me suis intéressé dans un récent rapport aux perspectives que peut offrir l'hydrogène, et plus particulièrement l'hydrogène vert, dans la réduction de l'empreinte carbone des véhicules lourds. La RATP, vous l'avez rappelé, s'est engagée dans la décarbonation de sa flotte, en faisant le choix de l'électricité et du biogaz, et en affichant l'objectif ambitieux d'une migration totale à l'horizon 2026. Vous avez pris le soin de préciser plutôt 2027. Au-delà de ce choix, je souhaiterais savoir si la RATP reste ouverte à cette technologie, l'hydrogène, si elle est un acteur ou le partenaire de nombreux travaux entrepris dans le cadre de la stratégie nationale sur l'hydrogène, et si son futur président pense qu'elle a un rôle à jouer dans le déploiement de cette filière d'avenir dans le monde du transport. Ce qui serait bienvenu au regard de la surface de l'entreprise, dont les orientations sont scrutées et peuvent avoir valeur d'exemple. La parole est à Gérard Le Seul. Merci, Président. Je souhaiterais revenir sur quelques points et poser deux questions aux hauts fonctionnaires que vous êtes, Monsieur Castex. Tout d'abord, au sujet de la HATVP, non pas à propos des avertissements que vous avez rappelés tout à l'heure, ainsi que mes collègues, et qui met en évidence l'extrême vigilance pour éviter le conflit d'intérêts, pour reprendre vos mots. Plus globalement, de mon point de vue, ça pose aussi la question de la mise en application de la loi Sapin et des déclarations à la HATVP. Ne pensez-vous pas qu'il serait plus juste, pertinent, transparent, que tout contact entre le gouvernement, une administration, une entreprise, le Parlement, soit déclaré dans le registre de la HATVP et pas uniquement
dans les cas d'intervention volontaire sur un texte de loi ou une réglementation, et ce, quelle que soit la personne qui prend l'initiative de ce contact. Ensuite, oui, tout à fait. Ensuite, que va-t-il se passer à l'AFIT ? Votre décision de rejoindre la RATP semble accréditer les propos de la Cour des comptes qui considère l'AFIT plutôt comme une coquille vide. Alors, que vont devenir les ambitions que vous avez affichées en juillet dernier, et en particulier sur le développement des transports en commun et du ferroviaire, dont les investissements restent très largement insuffisants aujourd'hui ? Merci. La parole est à Lisa Bellouco. Merci, Monsieur le Président. D'après les chiffres de 2019, la publicité sur le réseau de la RATP, c'est 60 000 faces publicitaires, dont 700 écrans. Le chiffre d'affaires lié à ce marché de publicité serait compris entre 130 et 150 millions d'euros par an. J'en conclus que la publicité fait donc partie intégrante du modèle économique de la RATP. Ce service encore public de transport en commun se finance en partie via l'agression publicitaire. Je voudrais appuyer sur un sujet en particulier, les panneaux numériques. Un panneau avec une face numérique consomme 7 fois plus que le plus énergivore des mobiliers non numériques. Et un panneau avec 2 faces numériques consomme 13 fois plus, soit entre 6 800 et 12 600 kWh par an. Dans le contexte actuel de crise énergétique et de sobriété indispensable, je vous le rappelle, c'est la fin de l'abondance, serez-vous prêt, une fois nommé à la tête de la RATP, à mettre fin au recours à la publicité numérique sur tout le réseau de la RATP ? La parole est à Guy Bricou, pardon, excusez-moi. Merci Monsieur le Président, Monsieur Castex. Nous vous auditionnions ici même en juillet dernier pour votre prise de fonction à la tête de l'AFIT. Alors, que pensez-vous de cette agence d'État et qu'avez-vous eu le temps d'y faire ? C'est une agence d'État. Or, je vous avais interpellé 2 reprises quand vous étiez Premier ministre sur l'utilité des agences d'État et dénoncer le grand nombre d'agences d'État en France. Il y en a 1245 en France, il n'y en a que 122 en Allemagne. Elles coûtent 60 milliards par an à l'État. C'est un rapport qui a été communiqué. Ça, c'est ma première question. Et deuxième question, la présidente de la région Île-de-France vous a saisi du problème de financement des transports. Selon elle, il lui manque 450 millions d'euros pour boucler son budget. Comment allez-vous travailler ces prochains mois sur cette question cruciale, sachant que les usagers, en cette période de crise, verraient certainement d'un très mauvais œil une augmentation du pass Navigo ? Merci. Merci, chers collègues. Et enfin, pour clôturer cette série de questions, la parole est à Benjamin Sainte-Huile. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, après la courte nuit des députés, votre énergie matinale est bienvenue. Merci beaucoup. Une question simple, parce que je fais partie de ceux qui ont des difficultés à émerger. Je n'ai pas bien compris la stratégie qui serait la vôtre sur la question des effectifs. Vous avez parlé du dialogue social, vous avez parlé des difficultés d'attractivité d'un certain nombre de métiers, de la complexité des différents métiers qui existent dans la boutique en quelque sorte. Ma question c'est, est-ce que vous êtes au clair et est-ce que vous avez d'ores et déjà fixé une feuille de route sur les effectifs globaux de la RATP ? Est-ce que vous avez l'idée de considérer qu'au regard de l'évolution technologique, on pourrait être amené à diminuer les effectifs de la RATP, ou est-ce que vous considérez qu'il est absolument nécessaire, à minima, de les maintenir, voire de les augmenter ? Si tel était le cas, dans quel corps de métier envisagez-vous des recrutements plus spécifiques ? Merci beaucoup. Merci, chers collègues. Avant de laisser la parole à Monsieur le Premier ministre, est-ce que tous les collègues ont pu poser leurs questions ? Il me semble que oui. Monsieur le Premier ministre, je vous laisse le soin de répondre. Voilà, oui. Bon, alors, je vais essayer d'aller rapidement. Peut-être d'abord des questions liées à la transition écologique et au développement durable. La première, c'était sur la qualité de l'air, qui est un vrai sujet. Là aussi, vous avez trouvé, j'essaie d'être cohérent, vous voyez comme la question des investissements y répond. On va, je vous le disais tout à l'heure, IDFM remplacer plus de la moitié dans les années à venir du matériel roulant à la RATP. Je parle du réseau métro, là. Dans les matériaux, dans les voitures qui ont été commandées, qui vont être livrées, l'émission des particules qui se produit à l'occasion du freinage va être diminuée, je crois, de 10 ou 15%, ce qui aura un impact fondamental, enfin un impact important en tout cas, sur la qualité de l'air. Bon. La difficulté qu'on a, c'est un sujet, je vous le dis, prioritaire pour IDFM, je le répète aussi, et évidemment pour la RATP. Le sujet, vous le savez, c'est qu'il n'existe pas de normes
sur les particules dans l'environnement intérieur. Donc, pour dire est-ce que c'est bien, pas bien, ou quels sont vos objectifs, à partir du moment où je ne peux pas, il est évident que ce n'est pas la RATP elle-même qui va faire son référentiel. Vous serez jugé parti, ça n'aurait pas de sens. Bon. Raison pour laquelle les services de l'État ont saisi l'ANSES, d'accord, que cette agence a rendu, c'est récent, en juin dernier, son avis sur les résultats de son expertise sur la qualité de l'air, précisément dans les enceintes souterraines ferroviaires, et elle a dit, en l'état des connaissances scientifiques actuelles, on ne peut pas conclure sur des effets défavorables sur la santé des voyageurs. Bon. De la même façon, comme il y a des plaintes, sans doute savez-vous, monsieur le député, qui ont été déposées, Airparif, autre organisme que je n'ai pas besoin de présenter à votre commission, a conduit une expertise qui a été rendue, elle, c'est encore plus récent, en juillet dernier, d'après les informations qui m'ont été communiquées, pour dire que, je cite, le dispositif de surveillance que nous avons mis, enfin que la RATP, a mis en place sur la qualité de l'air était l'un des plus complets au monde. Bon. Mais tout ça, bon, c'est bien, c'est plutôt... Mais enfin, ça suffit peut-être pas complètement ni à répondre à votre question, ni surtout à épuiser le sujet. Donc, c'est un point sur lequel il faut impérativement progresser, rassurer. Je comprends qu'il y ait des questionnements, et encore une fois, ça fait partie du plan stratégique, donc je veillerai à ce que ça soit conduit. Bon. Autre question sur le plan bus 2025, qui est un des... Vous l'avez dit d'ailleurs, un des leviers forts de la politique de transition énergétique et écologique de l'entreprise. Bon, alors, les enseignements précis, c'est vous, je vous disais, je ne les ai pas, enfin, je veux dire, sur le bilan environnemental, ça doit exister, mais je suis très honnête avec vous, vous n'auditionnez pas le président sortant de la RATP, mais l'éventuel président entrant. En tout cas, bon, je pense qu'on voit bien que, évidemment, passer de bus diesel à des bus électriques ou au biocarburant, ça va forcément améliorer sensiblement notre bilan carbone. Donc, je m'engage à vous donner des éléments dès que je les aurai sur ce bilan précis qui existe forcément en cours de route. Et je dis que sur l'hydrogène, parce que effectivement, ça c'est une des premières questions, étant très attaché à la stratégie nationale que nous avons beaucoup développée, j'ai compris qu'existait une expérimentation de centre-bus hydrogène qui a été lancée par Île-de-France Mobilité, je crois que c'est à Bagneux et à Vallée-Sud Grand Paris, c'est ça, donc je ne connais pas par construction encore les résultats de cette expérimentation, mais oui, nous avons intérêt, et notamment pour la raison que vous dites, c'est-à-dire si une entreprise comme la RATP s'engage sur ce créneau, ça a une valeur qui la dépasse, si je puis m'exprimer ainsi, ou en tout cas reprendre vos propos. Donc il faut le faire, voilà. Je reviens sur un sujet donc toujours environnemental qui est sur la publicité. Est-ce que, on m'a demandé, publicité électronique, est-ce que vous vous engagez à mettre fin d'un coup comme ça? Bon, non, ce ne serait pas raisonnable de ma part, je pense que ce n'est pas ce que vous souhaitez. Bon, en tout cas, ce que je peux vous dire, madame, non, mais pas d'un coup comme ça, les choses ne marchent pas comme ça. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un programme déjà pour diminuer les émissions visuelles, pour passer à du LED à chaque fois que possible, et pour limiter tous les impacts environnementaux de ces publicités. Bon, il y a déjà un plan qui est en cours, qui est développé par l'entreprise. Je ne suis pas en mesure de vous dire ce matin, s'il est pleinement efficace, deux, s'il est suffisant et dans quelle mesure ou dans quelle proportion il faut l'améliorer. Mon objectif en tant que futur chef d'entreprise, c'est effectivement de ne pas... Enfin, vous voyez, moi, si je peux avoir des recettes là-dessus, moi je crache pas, bien sûr, mais évidemment, il faut qu'elles soient compatibles avec les exigences environnementales. Donc plutôt que de dire, j'arrête tout, bon, enfin, effectivement, mais je pense que là aussi, par la technologie, par le recours à de nouveaux moyens, on peut avoir
de la publicité, et donc les recettes afférentes, et un impact environnemental significativement diminué. En tout cas, c'est mon objectif. Pas vous dire aujourd'hui ce qu'il en est, mais en tout cas, le sujet est connu dans l'entreprise, parce que dans les documents que j'ai consultés, il est apparu. Sans lien, j'ai eu plusieurs questions. D'ailleurs, on en avait une tout à l'heure sur l'autre, M. Bricou, sur l'AFIT. Bon, c'est-à-dire que c'est intéressant parce que même si on ne veut pas me nommer à la RATP, ce n'est pas en raison de mon incompétence, déjà ça, et c'est parce que j'étais très bien à l'AFIT. Bon. Oui, non, mais je ne parle pas de votre question à vous. Bon, mon bilan à l'AFIT, il est effectivement court. Maigre, ça, hein, je vois. Mais bon, c'est pas à moi de le dresser quand même, hein, les amis, mais les honorables parlementaires ici présents, en tout cas ceux qui s'occupent de la FIT, s'en chargeront, je les y invite. Je ne suis pas sûr qu'ils soient complètement nuls. Bon, j'ai déjà stabilisé un peu les effectifs, on a voté un nombre de conventions très important dans peu de mois, on va avoir un taux d'exécution budgétaire encore amélioré. Bon. C'est un établissement public, hein, ce n'est pas tout à fait une agence, vous savez, hein, la FIF, c'est un établissement public de l'État. Je répète que sa grande force, c'est de rassembler en un seul lieu organiquement distinct différentes sources de financement et de les préserver un peu de la régulation budgétaire. Ce n'est peut-être pas complètement orthodoxe, on s'en était déjà expliqué, mais encore une fois, ce qui est devant le pays, c'est un mur d'investissement, Monsieur le Président du COI. J'espère que le COI sera ambitieux, bien sûr pour l'Île-de-France, mais chacun comprendra dans ma bouche, pas que pour l'Île-de-France sur ce sujet. Et donc on ait des relais qui effectivement ne doivent pas être des coquilles vides pour être le réceptacle des politiques publiques me paraît une solution adaptée. Je l'ai dit et je le répète. Et des quelques semaines que j'ai passées à la tête du conseil d'administration de cette agence, où siègent des parlementaires, j'ai pu mesurer qu'on peut avoir une utilité réelle à cet outil. Il faudra amplifier. Je n'ai pas idée de qui me remplacera à la tête de cette agence. J'en profite pour informer les députés qu'évidemment, si le Parlement ne s'oppose pas à ma nomination, l'acte suivant sera ma nomination au CA de la RATP, dans un premier temps, et concomitamment, évidemment, il sera mis fin à mes fonctions de président de l'Agence de financement des infrastructures de transport. C'est tout à fait logique, il n'est pas possible de cumuler ces deux fonctions, mais je ne doute pas, en tout cas, de la volonté du gouvernement de veiller à me désigner un successeur ou une successeur rapidement et qui poursuivra ce qui a été engagé. Je répète, je dis aussi à M. Bricou, c'est sans doute un des trucs les plus efficients parce que, encore une fois, l'équipe est très réduite. Et je la salue au passage, hein, parce que le travail qui est fait, on ne peut pas dire, en tout cas, dans le panorama des agences et établissements publics que vous avez dressés, que ce soit celui qui soit le plus consommateur de moyens de fonctionnement ou, comme l'on dit, de frais de structure. Alors, je regarde... Oui, alors, il y a des questions. Combien il me reste, Monsieur le Président? Vous avez tout le temps. Ah, bon, vous avez tout le temps. Bon, très bien. Ce qui compte, c'est que la représentation nationale soit éclairée. Absolument. Alors, sur le niveau de service, et qui rejoint plus généralement la question des effectifs de la RATP. Sur le niveau de service, donc vous avez maintenant les choses sont claires. La présidente d'IDFM a annoncé qu'on reviendrait à un service, qu'on va revenir à un service complet. Donc maintenant, la balle est effectivement complètement dans le camp de la RATP pour pouvoir cette exigence et à la fois lutter contre l'absentéisme et procéder à des recrutements. S'il vous plaît, chers collègues, est-ce que... il y a juste 10 secondes, je disais que la représentation nationale devait être éclairée. Si on peut juste terminer dans le silence. Merci. Monsieur le Premier ministre. Pardon. Voilà. Donc, tant IDFM
que la RATP ont pris toute une série de mesures, soit pour lutter contre l'absentéisme, soit pour recruter des gens. J'observe, d'après encore une fois les données qui me sont communiquées, que effectivement le rythme des recrutements s'accélère, tant dans le bus que sur le métro. Bon. Encore une fois, ça va pas, je n'ai pas de baguette magique et ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, d'autant, je le répète, que la RATP n'est pas le seul secteur en tension au niveau des recrutements et ayant du mal à pourvoir ses postes. Mais en tout cas, je ne peux que répéter à l'Assemblée nationale ce que j'ai dit hier au Sénat. Mon rôle sera, de m'assurer que les outils déployés tant par IDFM que par la RATP, le dernier en date étant le recours à l'intérim, sont effectivement mis en œuvre, et de voir les résultats, et d'essayer, je me suis donné pour ça 15 jours, 3 semaines, là j'en ai bien conscience, l'urgence absolue, d'essayer de voir s'il y a lieu de trouver des leviers complémentaires pour soit faire revenir au travail des agents qui n'y sont pas, qui sont déjà dans l'entreprise, soit pour accroître les recrutements. Mais encore une fois, je rappelle qu'il y a aussi des procédures, pas simplement ça en procédural, mais quand vous recrutez par des conducteurs de bus, il y a du criblage, enfin il y a des... On ne peut pas, c'est pas quelqu'un quand on le recrute, tout de suite on le met sur le travail, il y a des formations préalables, donc il y a nécessairement un temps entre l'acte de recrutement lui-même et le fait que le machiniste soit dans son autobus en train de le conduire. Bon. Mais voilà, c'est en tout cas, évidemment, comme je vous l'ai déjà dit, la priorité. C'est l'occasion pour moi de vous dire, ce que j'ai annoncé aussi au Sénat hier, c'est qu'il fallait aussi voir un peu plus loin et, me semble-t-il, tirer un retour d'expérience de ce qui se passe maintenant. Je pense que nous avons 2 sujets, là aussi, qui évidemment se traiteront par la négociation, qui est le premier, celui de la qualité de la vie au travail, voilà, sûrement impacté par les questions d'ouverture à la concurrence, mais sur lesquels nous devons faire un travail au long cours. Là, ce n'est pas de répondre à l'urgence, mais c'est d'éclairer ces décisions de court terme par des actions beaucoup plus structurelles qui ont d'ailleurs été commencées, et puis montrer, certains ont parlé d'anticipation dans leurs interventions, ou essayer en tout cas d'avoir ou de nous améliorer sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui est sans doute un sujet de fond. Les effectifs, ou l'évolution des effectifs quantitatifs de la RATP, bon, il y a déjà le fait qui est source qu'il va falloir mener avec doigté, de passer les effectifs de l'EPIC vers la filiale pour les bus dédiés à la réponse aux appels d'offres à la concurrence. Bon. Donc ça va faire diminuer par définition le nombre des effectifs de tête. Encore une fois, je pense que, il faut poursuivre ce qu'avait commencé ma prédécesseur, c'est-à-dire essayer de limiter au maximum les fonctions support ou les fonctions de siège pour renvoyer des effectifs vers les unités opérationnelles. Ça, c'est neutre, point de vue global, mais on a des impératifs en termes de productivité aussi. Et encore une fois, après, ça va dépendre des parts de marché, soit dans le cas des appels à la concurrence, soit de la clientèle que nous allons reconquérir dans les années à venir. C'est ça qui doit déterminer le volume quantitatif de nos emplois. Et effectivement, il faut être ambitieux en la matière. Alors, je regarde si j'ai oublié des choses. Oui, je peux. Monsieur le Premier ministre, merci d'avoir partagé votre ambition pour la RATP. Je vous remercie du temps que vous nous avez donné pour que l'ensemble des collègues puissent s'exprimer. Nous allons maintenant vous laisser partir, de sorte à ce que nous puissions procéder au vote. Merci, Monsieur le Premier ministre.